Et bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Confinement, bienvenue dans votre émission quotidienne pendant le confinement qui parle de café. Salut à tous, j'espère que ça va. Ah, et vous avez remarqué, j'ai pas le même setup que d'habitude là ce matin. Je suis pas dans le même angle. C'est normal parce que ce matin j'ai plein de surprises. Enfin, plein de surprises. Non, j'ai une surprise. Euh, Ça va être super cool parce que bon, déjà, j'espère que tout le monde va bien, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les thèmes qu'on a abordés depuis plus d'un mois et demi là, il y a un truc dont on parle très souvent, dont on n'a jamais parlé en détail en émission. C'est un scandale. On va remédier à ça ce matin, vu que ce matin on va parler d'espresso. Voilà, enfin, enfin, on va une émission dédiée à notre boisson favorite, n'est-ce pas? Et du coup, c'est pour ça que j'ai un angle un petit peu particulier, parce que ce matin, et là, ça va être formidable. Ce matin, ce n'est pas moi qui vais faire du café. Ce matin, on s'est fait un petit setup avec les copains pour que quelqu'un d'autre fasse du café. Vu qu'on va parler d'espresso, vous m'avez déjà vu utiliser ma machine à espresso personnelle. On ne reviendra pas sur cet élément sombre de l'histoire de cette chaîne. Mais disons que voilà, je ne m'amuserai plus à faire de l'espresso en direct, en tout cas en dehors de sa portée humoristique. Du coup, on va laisser faire les vrais professionnels qui ont des vraies machines. Et du coup, dans ce cadre-là, ce matin, alors, je vais activer ça. Hop là. Alors, on fait le petit truc. Bonjour, mon cher invité mystère. Ah, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, moi ça va très bien. Bon, c'est une voix que je pense que vous reconnaissez un petit peu, cette voix-là, hein. Ça vous dit quelque chose, cette voix, les gens, hein, peut-être? Alors, on va passer en mode coffee brewing. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Dimitri de chez Oven Even. Bonjour Dimitri, comment ça va? Bonjour. Bon alors, Dimitri, tu n'es même pas notre invité du jour en plus, mais Dimitri, tu as la... Non. Et non, et tu as la courtoisie de nous faire une petite démonstration de ta machine à café Decent ce matin. Donc déjà, donc merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, du coup, bon, là, on voit ta machine. Pourquoi est-ce qu'il y a deux poignées? Pourquoi est-ce qu'il y a un iPad posé sur la machine? Voilà, dis-nous tout. Alors, c'est une machine qui a été, c'est une machine qui a été développée depuis 8 ans en gros, hein, par un ingénieur graphique qui s'appelle John Buckman, qui est américain. En fait, c'est un fan de café. Il est parti, son truc de base, c'était je veux faire une machine moins chère que la GS3 et mieux. Ça, ça a Mhm, été son base. Et petit à petit, en fait, il a découvert qu'il y avait pas mal de choses qu'on ne savait pas et qu'on ne maîtrisait pas, en fait, mhm. dans la préparation de l'espresso et même dans sa lecture. Donc, il a passé pas mal d'années à développer ça, donc sur plusieurs versions. Ça, c'est la dernière version. Enfin, c'est l'avant-dernière maintenant, parce qu'il y a un petit truc que je n'ai pas. Le principe, c'est beaucoup de hardware, donc sur tout ce qui va un peu piloter la machine. Sur le software, pardon. Et le hardware, par contre, c'est assez basique finalement, parce que parce qu'ils pensent que c'est, enfin, sur l'utilisation de cette machine en fait, c'est le software en fait peut rattraper le hardware sur certaines choses. Ok. Et que par rapport à une machine à Marzocco, par exemple, une des grosses différences, c'est qu'il n'y a pas de, c'est pas une pompe rotative, c'est une pompe à vibration. Donc c'est les mêmes pompes que vous avez en gros dans les machines auto. Euh, c'est pas vraiment une chaudière, plus ou moins. C'est plus un espèce de petit réservoir d'eau chaude avec des résistances. C'est un mélange d'eau chaude, d'eau froide. Voilà. En termes de construction, il y a pas mal de choses qui changent, ça c'est sûr. Ok. Le seul truc mal, c'est l'iPad. Voilà. Donc tout est contrôlé là-dessus. Je vais vous montrer vite fait après comment ça fonctionne. Et pour les deux poignées, c'est simple. John Buckman, il s'est dit que faire ça, c'est stupide. Donc le mieux, c'est d'y aller avec les deux mains pour pas se faire mal. Donc pour serrer, vous pouvez y aller avec les deux mains comme ça.
et serrer avec vos deux mains comme ça. Ce mouvement-là, il est beaucoup moins traumatisant en fait que d'y aller juste avec le poignet ou juste avec l'épaule. Voilà. Ok, ok. Eh ben, tu nous fais couler un petit shot. Allez. Alors du coup, vous avez la recette sur le côté, enfin la recette, façon de parler, parce que du coup, il y a un peu plus de détails que moi de juste ce que j'ai mis sur le sur le stream. Bon, de toute façon, je vais vous montrer l'écran quand ça coulera. Hein. Ah voilà, c'est pour ça que je ne moue pas mon café en live le matin. Hop. Ok. On va redescendre à 10 grammes. Hop. Distribution, très important. Évidemment. Donc oui, je tempe à plat, parce que je tempe avec cette magnifique chose qui s'appelle un push. Ok, c'est bien ça, je connais pas du tout. C'est un temper qui a été développé il y a quelques années par Clockwork Espresso en Angleterre. Mhm. Et en fait, vous pouvez régler, c'est un peu le même principe que l'OCD, sauf que ça sert à quelque chose. En fait, vous pouvez régler la profondeur de votre temper. Et ça vous permet de temper droit en fait tout le temps, sans avoir le traumatisme en fait de devoir tenir le temper comme ça là. Mhm. Quand c'est mal fait ou fait trop souvent, on peut se faire mal. Mhm. En gros, c'est le même principe qu'une puck press, sauf que c'est vous qui appuyez. Ok, propre. Donc, du coup là, puisque j'ai pas la balance connectée avec moi, il y a un mode volumétrique là-dessus. Ok. Donc, ma machine va s'arrêter à 78 millilitres distribués. Sachant que un puck, ça garde en gros 2 fois son poids en eau. Ça veut dire que je serai aux alentours des 40 grammes en tasse. Voilà, c'est ma manière d'être. Ok. Donc voilà, je pour dans un verre parce que c'est bien meilleur. Ouais. Et puis voilà, alors, tac, je sers, je vais vous amener ça. Tac, donc en gros, je commence mon shot et vous allez voir. Donc là, ça stabilise la température parce que ma sonde de température est ici au niveau du puck. Donc pour qu'elle soit exactement comme j'ai demandé, ça le stabilise. Et après, vous allez voir des courbes qui se forment. Donc en haut, c'est la pression, ensuite c'est le flow en millilitres par seconde, et ensuite c'est la stabilité de température. Oh la vache. Là, je suis en pré-infusion, en gros. Là, ça y est, je suis en infusion. Donc vous voyez, pour passer le puck, la pression elle est montée un peu plus de 10 bars. Là, elle descend tranquillement pour suivre en fait le flow que j'ai demandé. Et voilà, donc là on a un petit peu terminé. On est sur une extraction assez courte, à peu près 24 secondes. Hop, donc ça a fait 1 seconde de moins que ce matin. Vous avez un shot comme ça, tac, avec assez peu de créma, très clean, voilà. Et donc c'est un profil que j'ai fait en suivant quelques. Ça le profil un peu test par rapport au papier de Christopher Hendon sur l'espresso, qui dit qu'on extrait trop longtemps, en gros, et que les flots d'espresso sont beaucoup trop fins, Mhm. et ce qui fait qu'on a des taux d'extraction qui sont assez bas. Ok. Donc, parce qu'il y a du channeling à chaque fois. Donc voilà. Mhm. Et comme je n'aime pas la créma, parce que créma is rubbish, je fais en sorte voilà, d'avoir de la pression, de la haute pression le moins longtemps possible. Mhm. D'en avoir un peu quand même pour avoir du corps, mais d'avoir de la pression le moins longtemps possible parce que la pression c'est bien, mais il faut l'utiliser avec parcimonie, l'espresso. Voilà. Ok. Eh ben, waouh. Quel. Ça, j'imagine que c'est le genre de truc, si tu veux rentrer dans les détails, tu peux nous en parler pendant 4 heures non-stop. Ouais, c'est ça, c'est une machine qui offre. Ça peut être votre meilleur ami comme votre plus grand ennemi, parce que ça offre tellement de possibilités que vous pouvez vite partir dans n'importe quoi. Donc c'est une machine qui est très utile soit pour les gens très geeks chez eux, soit à mon avis l'usage parfait c'est dans une torref pour faire des tests. Mhm, mhm.
Donc, Ouais, c'est pas une machine faite pour faire du débit en coffee shop. non, bah, on l'avait un peu dans la partie boutique pendant 8 mois. Et vu que vous pouvez pas faire du lait en même temps que vous tirez un shot, tout prend un petit peu plus de temps. Par Hmm. contre, bon, vous êtes beaucoup plus régulier avec ça parce que vous voyez tout ce qui se passe sur l'écran. Donc si vous avez du channeling, etc., vous allez le voir. Parce que vous allez avoir en fait la pression qui va descendre parce que le flow va monter d'un coup, parce qu'il y a un trou qui se passe, donc l'eau elle coule plus vite. Et Mhm. la pression elle va descendre d'un coup en fait pour compenser ça, pour que le trou se rebouche. Donc vous allez voir si vous avez fait du channeling, donc vous pouvez jeter votre shot. C'est une bonne assurance de ne pas sortir de la merde. En revanche, tout prend beaucoup plus de temps, donc surtout si vous n'êtes pas hyper expérimenté, vous allez vous prendre des jus pour que dalle, quoi. Mhm. Ok, bah alors Dimitri, merci beaucoup pour ça. Et ben ouais, santé. Écoute, moi je suis à la Chemex du coup ce matin. Merci à toi de nous avoir présenté tout ça. Et du coup, ben, on te donne rendez-vous probablement après l'émission et tout de suite sur le chat. A tout de suite sur le chat. Il me tarde de voir Johan. On y arrive. Je vais demander à mes collaborateurs de me rejoindre dans Invité Live. Comme ça, toi, tu peux te remettre dans Blabla en tout cas si tu veux. Très bien, je peux enlever mon pantalon. Merci. Exactement. Hop là. Alors, hop. Je vais bouger ça. Hop, hop, hop. Je me déconnecte. Hop. Voilà, je te laisse te déconnecter. Voilà, super. Bon, alors maintenant, Tom, est-ce que tu peux revenir? Tom et Johan, est-ce que je peux récupérer Tom et mon invité du jour, s'il vous plaît? Hmm. Alors, alors, je vois qu'ils se sont connectés. Hop là. Hey Johan, bonjour, tu es avec moi. Comment ça va, Johan? Ça va et toi, hein? Hmm. Et vous? Ah. Eh ben ça va, bonjour Tom. Bonjour Théo, bonjour Johan, Salut bonjour à les gars. tous. Bon, ben, je dis aussi bonjour à Dimitri Deloin, hein, qui est déjà reparti. Eh oui, il est déjà reparti, Dimitri. Voilà, Incroyable. Alors attends. incroyable. Hop là. Et alors, mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Johan qui nous rejoint ce matin. Johan qui travaille chez l'Alchimiste, le torréfacteur à Bordeaux. Bienvenue à toi. Bienvenue. Merci. Merci, merci. Ah, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu bois ce matin, Johan? Qu'est-ce que tu bois comme café? Comment est-ce que tu l'as préparé? Je veux tout savoir. Ben, je prépare mon café que d'une seule manière à la maison. Je fais que du V60. Ah, Pas par snobisme ou quoi que ce soit. C'est pour éviter d'avoir 1 million de trucs à la maison. Euh, donc je fais que du V60. Et là, C'est il génial. s'avère que c'est de l'alchimiste. Ça manque un peu de sexy dans ces temps de confinement d'avoir un autre torréfacteur. Mais bon, c'est ce que j'ai sous la main. J'ai bu évidemment. un café lavé de Yirgacheffe d'Éthiopie qui s'appelle Shell Shellé. Ah, Très doux, très bon, voilà, que je viens de finir à l'instant. J'espère que le café ne va pas tarder à arriver parce qu'il est tôt. ouais. Là, il y a dans le chat, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont en train de boire du café de l'alchimiste. J'en connais quelques-uns que tous les matins, ils se font leur petit cararo en Chemex ou en V60. Voilà, on les connaît. Même sur ce stream, on a pas mal tourné aussi Et en. voilà, Orgot, voilà, Orgot. Eh oui, Orgot avec le Non, Titus en oui, V60, évidemment. oui, mais voilà. Mais ces gens sont extraordinaires. Incroyable. Merci à Team V60 d'être encore ici, merci. Ah là, putain, je me sens en minorité ce matin, contrairement à hier. C'est la vengeance d'hier. Je me sens en minorité. Bon, et toi, Tom, qu'est-ce que tu nous bois ce matin? Est-ce que t'as encore un café différent parce que t'as reçu 12 000 paquets depuis hier? Comment ça se passe, le point relais? Non, c'est pas vrai. Non, non, pour une fois, je suis sage, je finis un truc. Oh, Et je finis mon Yéménite qui est torréfié à Vénus par Cookie Nose and Coffee Stories. mhm. Et voilà, quoi, c'est fort bon. Bah, surtout en V60, en fait, c'est bizarre. Mais Tout de suite, le sujet du jour. évidemment, comme c'est un Yéménite, c'est un naturel. Hein. Évidemment. Et oui, parce qu'il n'y a que des natures au Yémen. Ben oui. C'est parce bien que d'avoir y a- la chance de boire du Yémen déjà, c'est pas donné à tout le monde.
Et exactement. Et en C'est plus, clair. si les gens se demandent pourquoi il n'y a pas de laver, ben, il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc arrêtez de nous casser les couilles à demander de laver de pays où il n'y a pas d'eau. Voilà, le Voilà. message est passé. Le message est passé. Euh, Bon, aujourd'hui, enfin, on rattrape notre retard et on colmate nos erreurs. Ce stream est lancé depuis plus d'un mois, hein, en quotidienne. On n'a toujours pas parlé d'espresso de manière sérieuse. C'est un scandale. C'est un scandale, tout simplement. Et c'est pour remédier à ce scandale que ce matin nous recevons Johan. Johan, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ton parcours et de ton boulot Ouais. pour qu'on apprenne à te connaître un petit peu mieux? Yes. Donc, je viens de Bordeaux, donc je suis originaire de Bordeaux, je vis à Bordeaux, mais j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Depuis mes 18 ans, j'ai pas mal bourlingué, donc j'habitais, comme beaucoup, j'ai commencé par l'Australie, quand j'avais 18 ans, où j'ai découvert le café de spécialité, et le café en fait en règle générale, la culture, parce que c'était il y a 10 ans, la culture du café de spécialité était pauvre, voire inexistante. Elle commençait un tout petit peu en Australie. Mhm. Donc, moi, venant de France à 18 ans, je ne connaissais pas trop ça. Donc, j'ai découvert ça là-bas. Donc, avant de connaître le café de spécialité, ce qui m'a vraiment plu, c'était vraiment la culture coffee shop, quoi. Ouais. De voir tout le monde d'aller se réunir, en tout cas aller au coffee shop, boire des boissons lactées, des lattés avec des cœurs dessinés dessus. Le barista qui avait l'air d'utiliser une machine sortie de la NASA. C'était assez Ouais. dingue pour moi à l'époque. Donc j'ai bossé sans le savoir, j'ai bossé pour un coffee shop top en Australie, où j'étais pas du tout barista, hein. J'étais là-bas pour être barista, il faut être Dimitri pourra en parler, parce qu'il a eu un peu le même parcours. Avant de toucher à la machine, tu laves de la vaisselle, tu débarrasses des tables, si tu sais pas faire. Donc, Ouais, on a eu quelques insights que quand tu veux être barista ouais, à l'étranger, surtout en Australie, il faut hustle un petit peu, hein. Il faut hustle. exactement. Il faut se donner. Donc, en gros, voilà, j'habitais en Australie pendant un an et demi. Je suis revenu en France. Après, je suis allé aux États-Unis, en Californie, plusieurs fois, où j'habite un petit peu, notamment à San Francisco. Ok. Je suis revenu. Après, j'ai habité à Londres pendant quelques années. Ok. Donc, j'ai pas mal bossé pour des coffee shops et des torréfactions en règle générale dans ces villes-là. Mhm. Et il y a 5 ans, je suis revenu en France et j'ai commencé. À l'époque, il n'y avait pas du tout de café de spécialité. Ouais. Je vais juste nommer le seul et unique coffee shop de spécialité qu'il y avait à l'époque, c'était Blacklist. Ah, à Bordeaux, oui. Exactement, à Bordeaux. Euh, et du coup, c'était un petit peu la genèse du café de spécialité à Bordeaux. Et le seul qui commençait juste au moment où je suis rentré, qui est ouvert à un mois d'écart, qui bossait en torréfaction pour le café de spécialité, c'était Mhm. Arthur, donc l'alchimiste. Ok. Donc on a commencé à bosser ensemble à peu près un an après. Donc il était tout seul, il n'y avait pas le coffee shop, il n'y avait rien, c'était juste une torréfaction, il était tout seul. Lui, son but, il a créé l'alchimiste parce qu'il avait vraiment envie de faire découvrir le café de spécialité et de montrer aux gens qu'il y avait autre chose que Mhm. du café industriel de merde. Et donc moi, j'y allais souvent, on discutait, je lui achetais du café, on parlait matos, machin truc. Moi, je geekais bien en tant que barista. C'était à l'époque où je faisais mon gros nerd, quoi. Et, Ouais. et du coup, on a commencé à bosser ensemble. Et donc, du coup, ça fait 5 ans. Voilà, maintenant, on est associés. Donc, je suis un des deux patrons de l'alchimiste avec Arthur. Ok. Euh, et on a un coffee shop en ville qu'on a ouvert il y a 3 ans et demi dans le centre. Et on est en train d'ouvrir notre nouveau flagship, si on peut appeler ça comme ça. Donc on déplace notre torréfaction qui est située, pour ceux qui connaissent Bordeaux, à Darwin, rive droite. Mhm. Et on déplace cette torréfaction dans un endroit beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un endroit qui fait un peu plus de 250 mètres carrés maintenant. Et du coup, on en profite pour ouvrir un coffee shop dans cette torréfaction. Et là, pour le coup, on s'est fait plaisir. On s'est Ouais. fait plaisir. Rappelle-moi où est-ce qu'il va se trouver ce nouvel endroit là? Dans Darwin, en fait. Ok. Dans Darwin.
pour ceux qui connaissent Darwin, là, quand tu rentres dans Darwin, notre torréfaction est à gauche dans le restaurant. On partage un espace avec le restaurant, le magasin général de Darwin. Ouais. Et là, on aura notre propre espace à nous à droite, dans un grand bâtiment. Donc, c'est vraiment un super bel espace. Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui écoutent, c'est une ancienne caserne militaire. Donc, c'est 6 mètres sous plafond. On a des semi-étages avec un étage, un monte-charge où on aura notre boutique intérieure, un bar de 10 mètres de long, un coin de torréfaction, un nouveau gros labo, un gros stock de café vert. On a entre 100 et 120 places assises sans la terrasse. Donc, ouais, ça va être un gros. Ouais, j'ai hâte de voir vos factures de chauffage. Ce qui est bien avec Darwin, c'est que ça vient des panneaux solaires, c'est en ferme gauchiste. Donc, écoute, on a pas mal de renouvelables. Formidable. Allez, salut Force et Robusta, salut Antoine. Ah là là. Le meilleur. Bien, Antoine. C'est bizarre, quand c'est ses collègues, il vient. Ouais, c'est marrant, hein. Vous ne voyez plus depuis quelques semaines. Bah alors du coup, maintenant qu'Antoine est là, moi le seul truc qui m'intéresse dans votre nouvel espace, c'est est-ce que vous proposerez des Dog Drippers? Est-ce que vous allez voir... C'était la grande question. Je pense qu'Antoine est hyper chaud. C'est comment on va manufacturer ce Dog Dripper en quantité suffisante, parce que quand même ça demande un temps et c'est quelque chose qui est pas si simple à créer. Antoine pourra en assister, en parler. Mais ça serait bien, je pense qu'on va le faire. Hein, ah ouais, ça, le Dog Dripper, incroyable. Acheter une imprimante 3D modèle canard. À la chaîne. À la chaîne. Je ne bosse pas à l'alchimiste. À chaque fois que je vais à la cave chercher du matos ou autre chose, je le vois, il est là, il me regarde. Putain, c'est magnifique. Ah là là. Ah la légende, le légendaire Dog Dripper, hein, bien sûr. Aïe. Ok, donc du coup, ben voilà. Merci pour tout ce retour sur ta carrière, comme ça c'est bon, tout est clair. Et alors ce matin, on t'accueille pour parler d'espresso. Alors l'espresso, c'est une boisson qu'on a beaucoup évoquée sur cette chaîne, on en a beaucoup parlé, mais on n'en a jamais parlé en profondeur, on n'a jamais expliqué déjà qu'est-ce que c'était. Parce que l'espresso, il y a des règles pour qualifier quelque chose d'espresso. Et on n'en a jamais vraiment parlé en profondeur et on n'a jamais vraiment explicité pourquoi est-ce que l'espresso c'était une des boissons, si ce n'est la boisson base de café la plus complexe et la plus difficile en termes techniques à produire. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur l'espresso? C'est quoi? Comment ça se fait? Et quelles sont les contraintes qu'on a pour faire un bon espresso? Alors l'espresso, comme tu l'as dit, effectivement, c'est une boisson qui est extrêmement complexe à réaliser. Même si sur le papier ça a l'air simple, mettre du café dans un porte-filtre, tasser et appuyer sur un bouton, mais ça va vraiment bien plus loin que ça. Si on peut définir l'espresso, c'est l'utilisation d'eau sous pression à travers un petit lit de café tassé. Voilà. C'est la seule, à ma connaissance, ou une des seules techniques qui utilise la pression pour pouvoir se permettre de moudre du café beaucoup plus fin et aussi d'avoir une boisson qui est faite beaucoup plus rapidement. C'était le but autour de la création, l'historique de la machine espresso, c'était servir les cafés beaucoup plus vite. Donc si on peut s'attarder rapidement sur l'histoire, mais oui. Les premières machines espresso ont été créées, il n'y avait pas de pression, hein, c'était du charbon et en fait on servait fatalement ce qu'aujourd'hui on appelle du percolateur, ce qui n'est pas de l'espresso, hein. On servait une sorte de petit filtre en fait à la chaîne. Et c'est de par les innovations, on ne s'attardera pas trop là-dessus, mais Pavoni, Gaggia, Bezerra et plus tard la Marzocco, qu'on arrivera à avoir cette pression en fait, ces chaudières qui vont ramener de la pression, qui pourront nous permettre de moudre du café beaucoup plus fin et de faire des cafés, donc ces fameuses boissons espresso. Donc l'utilisation de la pression sur une mouture très fine de café. Et c'est de là que ça vient d'ailleurs le nom espresso. Exactement. C'est de la pression en italien, c'est ça? La pression, c'est... alors, la définition espresso, c'est vraiment le côté rapide, hein, mais
effectivement, c'est de par l'utilisation de la pression, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on dit espresso et pas expresso. Expresso, exactement. Le vrai nom, c'est avec un S. Voilà. Ça me gratte, ça me donne des plaques rouges quand on voit un X. Ouais, pareil. Mais, Pareil. mais bon, effectivement, ouais, c'est espresso. Ok. Donc, est-ce qu'on fait un rapide retour historique sur comment est-ce que les machines ont évolué, quels sont les différents types de machines qui existent, par où est-ce qu'on commence? On peut parler rapidement effectivement d'histoire. Donc comme je vous disais, du coup, les machines avant qu'elles soient horizontales, elles étaient verticales. Et allez, en italien, en anglais, on appelle ça le machiniste parce que c'était le mécanicien qui était derrière la machine parce qu'il fallait vraiment quelqu'un de compétent. C'était pas juste de la préparation d'espresso. Ouais, c'était un plombier, quoi. Exactement, il fallait ouvrir des vannes enfermées. C'était vraiment une bombe remplie de pression. C'était hyper dangereux. Et d'ailleurs, ça arrivait plein de fois à l'époque qu'il y ait des machines qui explosent parce qu'il n'y avait aucun régulateur, il n'y avait aucune valve de surpression. C'était pas du tout ce que sont les machines aujourd'hui. Ouais. Donc on avait un foyer avec du feu, avec du charbon, qui faisait chauffer de la vapeur, et c'était surtout une grosse partie de vapeur en fait qui faisait le café. Donc c'était pas vraiment de l'espresso. Ok. Ensuite, grâce à Gaggia, puis la Pavoni, puis toute une série de copyright après ça, on a eu les premières chaudières, donc les premières machines à pression, qui étaient toujours verticales, qui ont existé sous différentes formes, qui existent encore aujourd'hui, surtout dans les machines domestiques, qu'on appelle ce qu'on appelle les heat exchangers, c'est-à-dire les machines à chaudière qui ne sont pas des doubles chaudières, comme peuvent l'être des machines professionnelles. Donc on pourra s'y attarder un petit peu. Ah oui, on va s'y attarder, hein, on va s'y attarder. Voilà. Parce que moi aussi, le but aussi de faire cette émission sur l'espresso, c'était pour vraiment comprendre à quel point l'espresso est une boisson difficile à produire et à maintenir en termes de qualité, et à quel point il était difficile d'en produire de bonne qualité aussi chez soi. Parce que effectivement les questions de double chaudière, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans les machines domestiques, et ça peut poser des problèmes sur le fait de pas avoir de double chaudière. En fait, la double chaudière, pour finir sur le côté historique, donc c'est effectivement la Marzocco qui est arrivée avec ce brevet. Donc la Marzocco créée par deux hommes. Ces mecs-là, ils sont arrivés, ils ont dit bon, on veut faire des machines espresso, on veut faire des machines à café, mais ils voulaient aussi faire quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus facile à utiliser, de beaucoup moins dangereux. Donc, ce qu'ils ont réussi à créer, déjà, c'est avant de parler de double chaudière, parce qu'ils ne sont pas arrivés avec les doubles chaudières de suite, ils sont arrivés avec la chaudière horizontale. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup plus de stabilité sur la manière de chauffer l'eau, et c'était beaucoup moins dangereux. Et après, ils ont réalisé que comment ça marche une machine? Parce que qu'est-ce qu'on demande à une machine espresso? La plupart des machines espresso, c'est un groupe. Pour ceux qui ne savent pas, le groupe, c'est l'endroit où on insère le porte-filtre. C'est là où l'eau coule pour toucher le lit de café. Puis souvent, on a aussi une distribution d'eau chaude. Donc, c'est un petit robinet à côté, souvent pour rallonger ou pour faire du thé ou ce que vous voulez. Et aussi souvent une buse vapeur. Donc ça, c'est trois choses qu'il faut. Donc il faut de la vapeur, il faut de l'eau chaude. Le problème étant qu'ils ont réalisé que quand on tirait de l'eau chaude, par exemple, de la chaudière, ou par exemple du groupe, effectivement, on tirait de l'eau chaude, et l'eau à l'intérieur de la chaudière, il fallait bien remettre de l'eau pour remplir cette chaudière. Donc l'eau qui était rentrée était froide. Donc la stabilité n'était pas top en fait, parce que l'eau chaude, l'eau froide rentrait et ça baissait en température très rapidement. Donc à l'époque, on utilisait des thermostats qui essayaient de stabiliser un peu la température, mais c'est pas très stable, quoi. Et encore pire si tu tires de la vapeur et de l'eau chaude. Donc ils se sont dit, pourquoi pas faire une chaudière séparée que pour le groupe, si vous voulez, que pour le café, et une chaudière pour la vapeur et l'eau chaude. Et l'eau chaude, ouais. Voilà, exactement. Donc ils se sont arrivés à ça, c'est-à-dire les doubles chaudières horizontales. Donc on a une grosse chaudière grâce à la Marzocco, une grosse chaudière à l'arrière, qui est remplie à moitié d'eau chaude et à moitié de vapeur. Cette eau chaude, elle ne va pas servir au café, elle va servir que à la distribution de thé. Donc cette chaudière, elle est beaucoup plus chaude que la chaudière café, elle est aux alentours de 120-125 degrés. Et on a une plus petite chaudière qui, elle, est saturée en eau, qui est complètement pleine d'eau.
qui, Mhm. elle, aux alentours de entre 90 et 100 degrés, enfin, en fonction de ce que vous voulez ce que vous réglez pour votre café. Ok. Ça, c'est la grosse innovation de la Marzocco. Évidemment, Clairement. la Marzocco, évidemment, marque iconique hein, des machines à café de manière générale. Merci à eux d'exister. Et ouais, c'est ça. Merci à eux d'exister. Ok, donc du coup, cette question-là de double chaudière, déjà, ça nous éclaire un petit peu plus et je comprends déjà mieux ce que je fais quand je... Pourquoi est-ce que ma cafetière pue la merde à la maison Je comprends déjà vachement mieux. Et alors, du coup, quand on veut créer une recette d'espresso, il y a, Ouais. il y a plus de contraintes, enfin, en tout cas, il y a plus de choses à prendre en compte quand on De fait... paramètres? Ouais, c'est ça, de paramètres à prendre en compte quand on fait une recette d'espresso que quand on fait une recette de filtre. Ben, ouais, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui. En soi, c'est pas si compliqué, mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans la préparation de l'espresso. Et comme l'a dit Dimitri tout à l'heure, il en a parlé, on va s'y attarder, je pense, un peu aujourd'hui, parce que c'est l'ennemi public numéro un de l'espresso, c'est ce qu'on appelle le channeling. Ouais. Le channeling, c'est. Vous avez environ. Bon, ça dépend des machines espresso. Les machines, généralement, d'usine elles sont réglées à 9 bars. On a d'ailleurs une petite parenthèse sur pourquoi 9 bars. Euh, Parce que c'était la pression maximale qu'on pouvait atteindre avec une machine espresso sans que ça soit contre-productif. C'est-à-dire que selon, bon maintenant on va reparler un petit peu plus de pression après, mais selon les créateurs de machines, la Marzocco, Nova Simonelli, tous les créateurs de machines à espresso, on peut aller jusqu'à 9 bars, et après 9 bars, si on mettait plus de pression, donc plus de force sur le lit de café, ça devenait contre-productif parce que la pression était telle dans la chambre de mouture, sur le lit de Mhm. café, que le lit de café se tasse tellement que l'espresso coule même plus en fait après. Ah oui, d'accord. Le lit de café devient un frein à lui-même, si vous voulez. Je ne sais pas si Infernal. Ouais, ça ouais, voit. ouais. Voilà. Donc on utilise des machines qui sont à 9 bars. Donc vous avez X kilos de force, 90 kilos de force ou 100 kilos de force qui passent à travers un tout petit lit de café. L'eau, elle est hyper feignante, hein, forcément, elle veut aller du point A, c'est-à-dire le groupe, là, où elle sort de la douchette, jusqu'au point B, c'est-à-dire en tasse. Elle veut y aller de la manière la plus rapide et la plus facile possible. Mhm. Ce qui se passe, c'est que si dans votre petit café, il y a un endroit plus faible, un endroit moins dense, un crack, un trou, un problème de tassage, de distribution, de ce que vous voulez, ben, l'eau, elle va passer par là. Et elle va continuer de passer par là. C'est-à-dire que si elle trouve un endroit faible, elle va trouver un trou, elle va y passer, et plus elle va y passer, plus elle va agrandir le trou, et plus elle va y passer. C'est ça le channeling, en fait. C'est trouver un Mhm. endroit de faiblesse dans votre lit de café, et l'eau, elle va s'y engouffrer, et c'est un problème d'érosion, quoi. C'est quand tu vois un trou dans le sol parce que l'eau y passe, c'est de l'érosion, c'est la même chose. Mhm. Donc Mhm. l'ennemi public numéro un de l'espresso, c'est ça, c'est le channeling. Et pour éviter ce channeling, ben, il y a effectivement, comme tu disais, on pouvait parler des paramètres de créer une recette. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Donc il y a les trois qu'on regarde en tant que barista en coffee shop. Après, il y a pour tous ceux qui font du café à la maison, il y en a d'autres. Mais ce qu'on regarde, l'idée, ça serait de stabiliser le plus grand nombre de ces paramètres pour qu'on n'ait pas 1 million de choses à réfléchir à chaque fois qu'on fait un café, quoi. Si on fait Mhm. 200, 300, en Australie, moi je faisais entre 1000 et 1500 cafés par jour. Tu n'as pas envie de vérifier que ta machine elle est bien à 94 à chaque fois, ou que ta distribution de café elle est bien, ton tassage il est droit. Donc les trois paramètres qu'on va regarder pour une recette, c'est combien on met de café dans notre porte-filtre, Mhm. combien de liquide tombe dans notre tasse, et combien de temps ça prend. Euh, Ok. donc c'est les trois paramètres d'un espresso. Donc la manière la plus précise de mesurer ça, ben, c'est le poids, hein, fatalement. Ce que je dis aux gens qui viennent, qui veulent faire de l'espresso chez eux et qui galèrent parce que ils disent un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup ça coule bien, un coup ça coule pas bien, je sais pas si ma monture est bien, ben, je leur dis de peser parce que quand vous faites une recette de pâtisserie, vous pesez, c'est pareil, quoi. Vous pouvez pas dire oh, bah, je vais mettre à peu près 500 grammes de farine ou 1 kg de farine, on verra bien si ça marche bien. Ben non, vous pesez parce que la quantité de produits que vous mettez est hyper importante. Ben, c'est pareil pour le café, donc on a tendance à un peu tout peser, quoi. Mhm. Il y en a qui hallucinent quand ils viennent à la boutique, qui ne comprennent pas. Qui disent, attendez, vous pesez à chaque fois, vous mettez pour chaque espresso, combien de café vous mettez dans votre porte-filtre et combien de café coule en tasse. Donc, effectivement, on pèse. Donc, une recette, c'est combien de poids dans le porte-filtre. Mhm. Idéalement, ben, c'est une science assez exacte, donc on essaie de peser au dixième de gramme, hein. Ouais. Ensuite, la plupart des machines espresso ne fonctionnent pas au poids, elles fonctionnent
ce qu'on appelle en volumétrie. C'est-à-dire qu'une machine classique, on va pouvoir régler les boutons qui sont devant la machine pour qu'elle nous donne une certaine quantité de café en tasse. Ça, c'est la plupart des machines fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, dis-moi. C'est ça, c'est-à-dire que quand on parle de volumétrie, c'est qu'en fait la machine, elle va pas calculer l'eau en poids, elle va le calculer en volume. Elle va le calculer en volume, exactement. Alors ça, comment ça marche? C'est pour la plupart des machines la même chose. Après, moi, je connais mieux la Marzocco, donc je vais plus pouvoir expliquer comment la Marzocco ça marche. Mais la volumétrie, c'est le débit d'eau passe par une série de tuyaux, de restricteurs, de gicleurs, et passe juste avant de toucher la douchette et donc le lit de café, passe par une chambre de volumétrie. À l'intérieur de cette chambre, il y a une petite ailette avec 4 pales. Et si tu veux, le jet d'eau rentre dans cette chambre, fait tourner la pale et sort par un autre trou. En fait. Sur ces petites pales, il y a des aimants qui passent devant un capteur au-dessus. Ouais. L'aimant, à chaque fois qu'il passe devant un capteur, donne un signal au capteur en lui disant « Je suis passé devant toi, j'ai fait un tour ». Donc l'ailette a fait un tour. Un tour égale tant de quantité d'eau. Donc toi, quand tu règles ton espresso, que tu dis « Hop, je veux ça en tasse », bah, peut-être que il y aura eu 324 tours d'ailette. Ouais, c'est ça, c'est un tourniquet en fait, c'est un tourniquet qui est propulsé par l'eau, et du coup la machine, pour calculer la quantité d'eau, elle va juste compter le nombre de tours que fait le tourniquet. Voilà. Donc après, quand tu vas vouloir répliquer cette recette, la machine va savoir qu'au bout de 324 tours, c'est complètement débile ce que je dis comme nom. Oui, mais supposons. Le concept. Au bout de 324 tours, la pompe va s'arrêter. Enfin, la pompe va s'arrêter. L'électrovanne, on va en parler ce que c'est après, va se fermer et le débit de l'eau va se couper. Et du coup, c'est comme ça que marche la plupart des machines. Après, on a dit que le poids, c'était le plus précis. Donc, effectivement, la volumétrie, c'est pas aussi précis que le poids. Donc, la plupart des baristas, maintenant, ont tendance à, plutôt qu'utiliser la volumétrie, utiliser une balance. Donc, mettre une petite balance sous leur tasse, tare le poids de la tasse et mesure le poids de l'espresso en tasse pour avoir une recette plus précise. Donc maintenant, certaines machines le font, ont des options qui sont intégrées. La PB Balance, bien sûr. La PB Balance. Je vais essayer d'ouvrir. Innovation le fait, la Descent le fait aussi. Donc on des balances intégrées, donc c'est ce qui est vachement pratique. Alors attends, j'essaie de trouver une image de la PB Balance. Je trouve des lignes APB, mais je n'en trouve pas la version avec des balances en image. Bon, le temps que je continue ça. Ah tiens, j'en ai trouvé une. Tu peux marquer ABR, Auto Brew Ratio, je crois que ça s'appelle ligne APB, ABR. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, là aussi, donc déjà, la différence fondamentale quand on fait de l'espresso et quand on fait du filtre, c'est que quand on fait du filtre, on mesure la quantité d'eau qu'on met dans le café, alors qu'en espresso, on mesure la quantité en tasse. C'est ce qu'on appelle le yield, c'est ça? Le yield, c'est la quantité de produit fini, en fait, c'est le mélange au café. Ok. On peut pas peser l'eau qui rentre. Donc on est obligé de Donc c'est pas la même manière de réaliser les choses. Donc la quantité de café qu'on met dans le porte-filtre, puis la quantité en tasse, et enfin le temps que ça prend. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait une espèce de règle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ratio. Le ratio, c'est le ratio de eau de café moulu pour l'espresso en tasse. Okay. Un ratio lambda classique que tout le monde connaît, c'est un ratio de 1 pour 2. C'est souvent comme ça dans les coffee shops. C'est une belle base pour commencer, c'est-à-dire qu'on met on met 2 fois plus en tasse, en liquide, en espresso, je parle, il y a 2 fois plus de poids que de quantité de café qu'on a mis dans le porte-filtre. C'est-à-dire que par exemple, si tu mets 20 grammes de café, encore une fois au dixième de gramme près, dans ton porte-filtre, une recette de 1 pour 2, ça serait 40 grammes d'espresso en tasse. C'est souvent, en espresso, c'est souvent ça la base. Et après, tu as ton temps d'extraction, c'est-à-dire combien de temps ça a pris à la machine pour extraire 40 grammes d'espresso de ces 20 grammes de café à la base. Et ça, c'est directement corrélé, c'est directement lié à la finesse de ta mouture. Et d'autres paramètres, évidemment. Comment tu as tassé ta distribution, on va en reparler parce que c'est beaucoup plus précis que ça. Mais et oui. Ça a pris, on va rentrer dans les détails des questions de distribution, etc. On va revenir là-dessus. Mais alors là aussi, pareil, la grosse différence avec quand on fait un filtre, c'est le degré de précision qu'il faut avoir dans ces mesures. Parce que alors là, autant quand on fait un filtre, quand on fait une Chemex, que vous mettiez 40 grammes ou 40 grammes,2, le résultat va pas être drastiquement différent.
Non, Avec de l'espresso, vous faites ça, vous allez flinguer votre recette. Exactement. Ouais. Il y aura toujours des différences, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins, tu le réalises beaucoup moins en bouche. En termes chimiques, en termes d'extraction, aussi, il y a une différence parce que tu n'utilises pas la même quantité d'eau, la même quantité de café, mais c'est tellement plus dilué, c'est tellement plus délicat qu'un espresso que tu pourras beaucoup moins le ressentir. En espresso, effectivement, si tu mets pas 20 grammes, tu mets 20,5. Ton temps d'extraction va pas du tout être le même, ta quantité d'espresso peut ne pas être la même, ton temps d'extraction n'est pas le même, ta puissance, il y a tellement de choses qui vont varier, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment être précis pour l'espresso. Et c'est pareil pour la quantité en tasse. La quantité en tasse, il faut être extrêmment précis, parce que sinon ça risque de provoquer quelques surprises. À ce niveau-là, alors oui, au niveau des ratios, il y a un truc qu'on entend parfois parmi les baristas, c'est entre guillemets les ratios standards. C'est-à-dire un ratio de 1 pour 1. Donc la même quantité de café et la même quantité en tasse, c'est supposément ce qu'on pourrait appeler un ristretto. 1 pour 2, c'est un espresso. Et à partir de 1 pour 3, c'est un café longo. Alors attention à ne pas faire d'amalgame entre un café longo et un allongé. Attention, quand on dit un café allongé, c'est qu'on a rajouté de l'eau après de l'eau juste parce que si vous avez une recette d'espresso qui est bien, vous voyez, elle est équilibrée. Si vous faites couler plus d'eau dans le café, vous allez juste déséquilibrer votre recette. Donc si vous voulez un truc plus long, faites couler un espresso normal et après vous le diluez tout simplement à l'eau, parce que comme ça vous ne cassez pas l'équilibre aromatique, mais vous diminuez le corps. Et vous avez un americano / allongé. Voilà. Et oui. Donc, ce qui est différent du longo. Black, ou long black. Ça dépend si c'est chelou d'Australiens. Ils ont tendance à donner des noms différents pour tout. Ouais, mais on va pas rentrer là-dedans. Alors, 1 ou 2 shots dans le flat white, non, on ne posera pas ce genre de questions. Ce matin... Est-ce qu'il faut tourner à gauche? Est-ce qu'il faut tourner à droite? Quelle est la quantité de mousse? Tout ça, si tu veux, même pour les noms que tu viens de donner, effectivement, c'est une espèce de guide qui peuvent aider les jeunes baristas à s'y retrouver un petit peu. Mais en fait, les noms, tout ce que ça amène, c'est un peu de frustration, en fait, parce que chacun a sa manière de faire, chacun a... si tu vas en Italie, un ristretto, c'est pas la même chose qu'un ristretto en France, c'est pas la même chose qu'un ristretto aux États-Unis. Bien sûr. Effectivement, un long black, c'est pas la même chose qu'un allongé, qui est pas la même chose qu'un longo. En tout cas, nous, dans la manière dont on fait les choses, en tout cas à l'alchimiste, c'est vrai qu'on essaye de rationaliser tout ça, d'essayer de faire des choses un peu plus simples. Mais c'est vrai que quand tu parles d'un allongé, des fois, les gens ils comprennent pas pourquoi on fait un espresso, pourquoi on l'allonge à l'eau chaude. Ils sont là, mais attendez, je paye pour l'eau chaude. En fait, c'est pour ça que nous, d'ailleurs, le prix d'un allongé n'est pas plus cher que le prix d'un espresso, parce qu'on ne peut pas payer l'eau chaude, et parce que c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer aux gens, tu essaies de leur faire comprendre que effectivement, tu essaies de faire un espresso qui est bien, qui est équilibré, et que si tu veux un allongé, qui peut être une boisson top, c'est-à-dire une boisson un petit peu plus diluée, un petit peu moins puissante, tu fais un espresso top qui est bien fait, qui est bien extrait, qui a un super goût, et tu l'allonges en mettant de l'eau chaude et pas en laissant couler le café pendant des heures à travers le groupe, parce que là tu auras des goûts que tu veux pas en fait. Là ça va être dégueulasse. Là ça va être dégueulasse, clairement. Ok. Et alors comment ça se passe pour éviter ce dont on a parlé un petit peu depuis ce matin, c'est un mot qui revient plusieurs fois, c'est le channeling. Ouais. Le channeling, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Donc on rappelle, le channeling, c'est quand dans votre galette, vous avez un point plus faible que les autres, et donc du coup l'eau qui est feignante va prendre le chemin le plus court et ne passer uniquement que par là. Et donc le problème, c'est qu'en tasse, vous allez vous retrouver avec des défauts de sous-extraction, donc du café où il n'y a pas eu assez d'eau qui est passée à travers, ça c'est les points les plus éloignés du point de channeling, et de la surextraction autour du channel, parce que du coup il y aura trop d'eau qui sera passée. Donc vous vous retrouvez avec tous les défauts possibles et imaginables dans votre tasse, et donc c'est absolument dégueulasse. Le channeling, il y a tellement de probabilités que ça arrive, de choses qui peuvent faire que ça arrive. Juste pour les gens qui bossent dans le café ou qui geekent un petit peu le café ou qui veulent faire de l'espresso à la maison, il y a juste une chose qu'il faut clarifier, que beaucoup de baristas ne connaissent pas. La surextraction, ça n'existe pas. C'est impossible de surextraire avec le setup qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une machine espresso classique, un moulin classique, de l'eau
même à ébullition, c'est impossible de surextraire un café. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la sous-extraction, la sous-extraction, le café en tant que matière on peut la dissoudre, c'est-à-dire qu'on peut l'extraire jusqu'à peu près 30%. C'est-à-dire que 30% de la mouture de café peut être dissoute, peut être soluble. On peut passer de l'état solide en termes de mouture à l'état liquide dans le café, l'espresso, le filtre, si vous voulez. Jusqu'à 30%. Le 70% qui reste, c'est la lignine, la cellulose. On peut rien en faire en fait. C'est le marc. C'est quelque chose. Tu peux laisser une casserole bouillir avec du café pendant 6 jours à ébullition. Tu pourras jamais extraire plus de 30% que ça. Ok. Nous, quand on fait du café, que ce soit pour le filtre, que ce soit pour l'espresso, que ce soit n'importe quelle préparation, on a tendance à extraire il y a des contre-règles, mais entre 18 et 22%. Maintenant, on peut aller jusqu'à un peu plus au-dessus. On essaie d'aller un petit peu plus au-dessus de 22% avec certaines machines. Par exemple, avec la Descent, avec la Descent, on peut aller au-dessus. Mais effectivement, on était dans là, je fais vraiment le classique, mais entre 18 et 22%, on avait une extraction plutôt classique. Okay. En dessous de 18%, on avait ce qu'on appelait une sous-extraction. Sous-extraction, ça veut dire qu'on n'avait pas extrait assez de choses de la mouture du café. Et au-dessus de 22%, on avait une surextraction. C'est ce qu'on disait. Donc, on avait surextrait le café. Donc ça, c'était le côté un peu classique, historique de la manière dont on éduquait les baristas et dont moi, j'ai appris. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était impossible de surextraire du café. Parce qu'on se disait, au-dessus de 22%, il y avait de l'amertume. Voilà, à quel goût correspond la sous-extraction, la surextraction. La sous-extraction, on aurait un côté un petit peu aigre, vinaigreux, acide, végétal, plat. Voilà. Quand on goûtait un espresso ou un filtre qui est comme ça, c'est souvent un indicateur de sous-extraction. Effectivement, ouais. Et en surextraction, on disait que tu avais de l'amertume, de l'astringence, un côté asséchant. Pour ceux qui n'arrivent pas à reconnaître l'astringence, c'est pas compliqué. Si vous buvez un gros vin rouge de Bordeaux là, qui est bien tannique, tu vois, qui assèche la bouche, c'est ça l'astringence. Tu vois, ça sèche le palais. Et on associait ça à la surextraction. Et en fait, on s'est rendu compte que la surextraction, elle n'existe pas. Tu vois, par exemple, Scott Rao, Matt Berger, tout ça, John, effectivement, de Descent, ils arrivent à avoir des taux d'extraction, des pourcentages d'extraction qui vont à 26, 27, 28%, qui n'ont jamais été faits dans l'histoire de l'espresso, et avoir des espressos qui ne sont pas surextraits. Et en fait, on s'est rendu compte que la surextraction, du coup, n'existe pas. Donc, il faut arrêter de parler de surextraction en disant que je surextrais mon café, parce que ça n'existe pas, la surextraction. Mais alors, du coup, ça vient d'où ? C'est le channeling. C'est-à-dire qu'on va effectivement y avoir un trou de café à un endroit, l'eau va s'engouffrer dans un trou, dans un crack dans ton lit de café, et tu vas surextraire effectivement une toute petite partie de ton café, c'est-à-dire tu vas extraire une petite partie de ton café, et le reste de ta galette va être sous-extraite. Donc en fait, tu vas avoir un déséquilibre dans ton café, mais tu vas pas surextraire ton café. Alors attends, parce que du coup, quand tu channels, il y a quand même quand tu channels, il y a de la surextraction. Il y a une sorte de surextraction, si tu veux, parce que l'eau va se focaliser sur une toute petite partie de ton café. Ok. Donc, effectivement, tu vas avoir, en fonction de la qualité de ta mouture, donc ça c'est un autre problème, c'est le problème du moulin, mais on va y revenir. Tu vas extraire une toute petite partie de ton café, beaucoup plus que le reste, et ce qui va ramener de l'astringence et de l'amertume. Mais effectivement, tu vas peut-être avoir une partie de ton café qui est extraite à 28-30%, ce qui est beaucoup trop, et le reste à peut-être 12%, on n'en sait rien. Et en fait, c'est ce channeling qui va ramener cette astringence et cette amertume qu'on associe à la surextraction, effectivement. Mais en fait, c'est qu'une toute petite partie infime de ton lit de café qui va participer à ce goût-là, et tu vas sentir que ça, parce que ça va recouvrir tout le reste du goût. En fait, souvent, quand les baristas goûtent un espresso, ils sont là, là c'est surextrait. Non, en fait, c'est pas surextrait, c'est sûrement du channeling qui est apparu. Et le channeling, du coup, tu m'as demandé comment ça apparaissait, mais ça apparaît il y a 1 million de choses qui peuvent faire ça. Il peut y avoir dis-moi. À savoir aussi que le channeling, c'est un phénomène qui existe quand on fait du café filtre aussi. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile de gérer, de maintenir, d'isoler quand tu fais du filtre, parce que quand tu fais du filtre, il n'y a que le poids de l'eau, il n'y a que la gravité qui fait le travail. Donc si tu as un trou qui se crée, en mettant un petit coup de cuillère, en secouant un petit peu ton filtre, tu peux casser ce channel. Le problème avec l'espresso, c'est que vu que c'est sous pression, qu'il y a beaucoup de force, dès que tu as un channel qui apparaît, il va s'agrandir fatalement. Le phénomène d'érosion, l'eau va continuer de passer là, elle va agrandir le channel. Donc à part arrêter la machine pour reprendre l'extraction, c'est impossible
À Mhm. partir du moment où un channel apparaît, bah, tu peux pas l'arrêter, à part avec la machine de Dimitri, les Oui. chanceux. Parce qu'il a commencé à expliquer un peu rapidement comment ça marchait. Je vais juste faire approfondir un petit peu son idée. La Descent, donc c'est un algorithme, c'est un ordinateur qui gère, je ne sais plus combien de fois, il pourra le dire mieux que moi, mais peut-être 1000 fois par seconde, qui capte la pression de l'eau. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu as un channel, donc tu as une certaine pression, je sais pas, tu as 9 barres de pression, tu as 9 barres de pression qui passent à travers un lit de café, tu as aussi un débit de l'eau. Un débit d'eau, c'est combien de millilitres par seconde coule. Et s'il s'avère qu'à un moment, tu as un channel qui arrive, ben forcément, il y aura moins de résistance, ton lit de café va offrir moins de résistance à l'eau, donc la pression va Mhm. chuter. Je ne sais pas si ça a du sens. Ouais, ça a du Si, sens. si la pression chute et que en même moment, ton débit de l'eau augmente vachement, Ouais. c'est un bon indicateur qu'un channel est apparu. Ah Donc il y a un mode classique, mais il y a un mode automatique aussi chez Edison, il me semble. Dimitri, tu peux écrire sur les commentaires, je ne les vois pas, mais tu peux écrire sur le chat si je me trompe. Et je crois que sur le mode automatique, la machine détecte automatiquement que la pression chute et que le débit augmente, et va automatiquement baisser drastiquement la pression et le débit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la machine va réparer elle-même, c'est-à-dire que le channel va se reboucher, et dès que la pression augmente, hop, la machine repart sur un cycle classique. Et en Ok. fait, cette machine, elle peut un peu réparer, si vous voulez, le channel. Alors qu'avec une machine classique, même avec une Strada, une machine Marzocco Strada à 28 000 euros, si tu veux, avec toutes les options, cette Mhm. machine, elle ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire qu'à Eh partir du oui. moment où tu as un channel, bah, tu es obligé d'arrêter ton café parce que tout ce qui va se passer après, ça va être dégradé Ouais, c'est raté, potentiellement le goût de quoi. ton café. C'est Exactement. raté, on jette le shot et on recommence, quoi. On jette le shot et on commence, on recommence, on goûte ce qu'on a jusque là. Donc Mhm. le channel, c'est vraiment très compliqué à éviter dans l'espresso, quoi. Donc le but, c'est Mhm. d'éviter au maximum le channeling. Mais alors, du coup, attends, parce que putain, j'essaie de comprendre le truc. Donc, c'est-à-dire que Ouais. le seul moyen, enfin, les seuls cas où on surextrait du café, à proprement parler, c'est quand on channel. Ouais, C'est-à-dire avec une machine à espresso, entre guillemets, classique, ouais. euh, atteindre Tu une pourrais, surextraction de 28 ou 30% d'extraction, c'est quasiment impossible. impossible, Sans channel. impossible, Ok. Eh bien impossible. déjà, c'est déjà clair. Et ça, je pense Ouais. que c'est une notion qui pourra aider beaucoup des baristas qui Et nous oui. écoutent. En Parce fait, ce qu'il que faut gagner, c'est c'est en assez récent ça homogénéité. comme entre guillemets comme découverte. C'est Et ouais, relativement récent. parce que ce qu'on veut gagner, c'est en homogénéité d'extraction et pas en quantité. Mhm. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pouvoir extraire un maximum tout ton lit de café de la même manière, un petit peu, si tu veux. Donc c'est vraiment gagner en homogénéité. Mhm. Euh, et en fait, on peut pas, effectivement, on peut pas surextraire. Hein, on peut pas surextraire un café. Donc là, ça devient un peu geeko, scientifico, technique, mais pour comprendre ça, il faut comprendre un peu les phénomènes d'extraction. Un moulin, il te donne il va donc casser, couper, moudre un grain de café et te donner Mhm. donc de la mouture de café. Plus un moulin va être qualitatif, plus la distribution de mouture va être serrée. C'est-à-dire que plus la mouture qui sort de ton moulin va être de la même taille. C'est-à-dire que tu n'auras pas des gros morceaux, des tout petits morceaux, des moyens morceaux. Et plus ta distribution de mouture va être homogène. C'est-à-dire que ta mouture va être vraiment qualitative et tu vas avoir un maximum de la mouture de la même taille, celle que tu veux. Ok. Mhm. Si tu as un moulin qui n'est pas très qualitatif, donc j'en reviens au channeling parce que je pense que le plus grand pourcentage de problèmes de channeling vient du moulin. Ok. Si tu as un moulin qui n'est pas très qualitatif, tu te retrouves avec des grosses particules, des petites particules, des moyennes particules, et chacune de ces particules va s'extraire à un rythme différent. Okay. Donc imagine que tu as une très grosse particule et une très très fine particule. Mhm. Forcément, la très très fine particule va s'extraire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que la grosse particule. Eh oui. Imagine, je fais toujours l'analogie prends une grosse côte de bœuf là, énorme, 2,5 kg Yes. là. Tu prends les deux mêmes, tu mets ça sur une plancha là, t'en mets une entière et t'en mets une que tu débites en tout petits morceaux. Mais forcément, celle en tout petits morceaux va cuire beaucoup plus vite que celle qui est entière, on est d'accord. Eh oui. Parce qu'elle aura plus de surface de contact avec la plancha. Bien Bah, sûr. c'est la même chose pour le café, c'est une analogie un peu à la con, mais c'est vrai que ça marche. Plus ta mouture est fine, plus l'eau aura de surface de contact Mhm. accessible, donc elle va pouvoir extraire plus et rapidement. Donc ces petites particules,
vont s'extraire plus que les grosses particules. Donc quand on fait un café, que ce soit un filtre, une Chemex, un MP60, un espresso, et que tu fais un café, que tu le mesures, il est à 20% peut-être. Ok. Toutes tes particules vont pas être à 20%. C'est une moyenne C'est une moyenne. des millions d'extractions qui se passent dans ton lit de café. C'est-à-dire Ça. qu'il y a des particules qui vont être extraites, les toutes petites qui vont être extraites à 30% peut-être, au maximum de leur possibilité. Des gros morceaux qui vont être extraits à 12% peut-être, 8%, pas beaucoup. D'autres à 16, d'autres à 22, d'autres à 25. Et cette moyenne de toutes ces millions et des millions d'extractions vont donner une moyenne d'extraction qui est de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 avec la glycène. Et le but, c'est d'avoir un maximum d'homogénéité. Donc, si tu as un moulin qui te fait des particules bien qualitatives, bien homogènes, eh ben, tu auras plus d'homogénéité. Et donc, en fait, en fonction de si tu as un moulin qualitatif ou pas, tu peux avoir le même 20% d'extraction avec un moulin ou avec un autre, mais tu n'auras pas le même goût. Et oui, c'est Je sais pas ça. si ça a du Parce du que, sens encore une fois, évidemment, on le répète encore une fois, le plus important, c'est le goût. Évidemment, on s'en fout. Exactement. Quand on mesure notre taux d'extraction, il faut toujours garder en tête que tous les outils. Pour mesurer le taux d'extraction, on utilise une machine qui s'appelle un réfractomètre. C'est une machine. D'ailleurs, je vais sortir le mien pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une machine qui nous permet donc de mesurer le taux de soluble dissous, le TDS, total dissolve soluble, voilà. Et total solide. solide, pardon. Du coup, c'est ça qui nous permet de savoir combien de pourcentage on a extrait. Sauf que du coup, cette machine-là, elle ne nous dit pas, elle ne nous Quel dit goût pas ça tout. On ne nous dit pas tout. Pas tout. Voilà, Non. c'est ça. Et donc évidemment, ça va prendre en compte la moyenne de ce qu'on a, de ce qu'on a extrait, forcément, Exactement. comme on le disait. Donc, voilà, un réfractomètre, ça ressemble à ça. Il y en a plusieurs types de modèles, etc. Et voilà. Vous avez en fait en haut un petit cache, et là en fait vous avez une lentille. Et ce qu'en fait, juste vous prenez avec une pipette votre café, vous le posez sur la lentille, que ce soit un filtre ou un espresso, hein, bien sûr, et ensuite vous lancez une lecture de mesure. Ça va vous donner donc une mesure de TDS que vous après avec un petit calcul vous allez obtenir votre pourcentage d'extraction. Et donc ça, faut faire attention, parce que c'est intéressant d'avoir cette mesure-là, mais il faut goûter aussi pour savoir si c'est bon. Effectivement. Parce que vous pouvez avoir, si vous avez une mouture dégueulasse et mal distribuée, du coup vous allez avoir un truc avec, vous allez atteindre votre cible de TDS et de pourcentage d'extraction, mais ça va être dégueulasse. Exactement. Voilà. Il faut toujours faire par paire parce que le goût tout seul ça marche pas, la mesure toute seule du réfractomètre ça marche pas non plus. Il faut coupler les deux effectivement. Et alors du coup, comment on fait? Alors il y a une question dans le chat d'Armandel de Benoît. Est-ce que le filtre va avoir un impact important sur l'extraction de ta galette, le filtre dans le porte-filtre de la machine à espresso? Oui. En espresso, ouais. Effectivement, ouais, ça a un impact énorme. Donc le filtre, on est bien d'accord, si c'est la question que tu poses, c'est bien le filtre que tu mets à l'intérieur de ton porte-filtre dans lequel le café réside. Ouais. Il y a plein de choses qui fait qu'un filtre est plus ou moins qualitatif. La première, c'est la distribution des trous qui sont à l'intérieur. La qualité des trous et la distribution des trous, c'est-à-dire que est-ce que tous les trous sont même bien centrés, est-ce qu'ils sont au bon endroit, et surtout est-ce qu'ils sont de la même taille partout, quelle taille ils font, est-ce que la profondeur de ton filtre, tes filtres, tout ça c'est des implications qui peuvent être importantes pour l'espresso. Il y a des filtres beaucoup plus qualitatifs que d'autres. Nous on utilise une marque américaine qui s'appelle VST. VST, c'est un peu la marque Bible. Hein, c'est aussi eux qui ont créé les réfractomètres pour espresso. Enfin, lui, parce qu'il s'appelle VST, donc c'est une marque américaine qui a été créée dans les années 80 par un gentleman ultra geek qui s'appelle Vince Fidele, bon, pour faire un petit coup d'histoire encore une fois sur cet homme-là, parce que sans lui, on ne serait pas passé dans le 21e siècle dans l'espresso. Hein. C'est grâce à lui qu'on pèse les cafés en grande partie et qu'on arrive grâce au réfractomètre à savoir où est-ce qu'on se trouve. Donc on est passé vraiment ce qu'on appelait la seconde vague à la troisième vague, à la third wave. C'est en grande partie grâce à Vince. Et Vince, qu'il a fait, donc Vince, pour parler un peu de lui, il a quand même bossé pour Apple pendant longtemps.
C'est l'une des personnes qui a inventé l'USB, le FireWire. Ah oui. Et c'est lui aussi qui a inventé pour le FBI la reconnaissance empreinte digitale. Donc ouais, c'est quand même un maxi gros geek. Et quand il a commencé à se mettre au café, il a révolutionné en fait l'industrie. Donc ce qu'il a fait, c'est les deux grosses choses qu'il a fait, c'est des filtres pour machine espresso et des réfractomètres. Donc, je viens de parler des réfractomètres, mais il fait aussi des filtres pour espresso qui sont beaucoup mieux usinés, dont les trous sont parfaitement à la bonne taille, et surtout ils offrent moins de résistance. C'est hyper important, c'est ça que VST fait de mieux que les autres filtres. C'est-à-dire que le filtre VST va offrir moins de résistance à l'écoulement de l'espresso, de par des trous un tout petit peu plus gros et surtout beaucoup plus homogènes. Donc il y aura moins de problèmes de channeling en fait avec un filtre VST. Ce qui fait que grâce à ça, on peut se permettre, c'est-à-dire que si tu fais le même café dans un filtre VST, un filtre pas VST, ton café va couler plus vite dans un VST. Ok. Il offre moins de résistance. Donc ce qui se passe, c'est que tu peux moudre plus fin ton café avec un filtre VST, donc là, extraire plus. En règle générale, pour comprendre, même si c'est pas toujours vrai, moudre plus fin égale extraire plus égale plus de choses en tasse, donc meilleur va être ton café. Parce que plus de surface de contact, exactement. Donc une extraction, donc plus d'extraction. Parce que plus de surface de contact, donc pour la même quantité d'eau. Mais plus d'extraction ne dit pas forcément meilleur, mais souvent plus t'extrais jusqu'à un certain point, meilleur sera ton café. Alors du coup, on te demande qu'est-ce que tu penses des micro-sieves de Reneca, si tu vois ce que c'est. Bonne question, je suis pas familier avec ça. Au moins, c'est quoi, ça doit être un filtre de Reneca, je pense, j'imagine. Ouais. Après, il y a plein maintenant aujourd'hui, donc c'est important de le dire parce qu'il y a des choses qui sont mal connues encore même dans le milieu des baristas. Donc la surextraction, ça n'existe pas, les gars. Alors, ce qui se passe, c'est le channeling. Si vous mesurez, d'ailleurs, un collègue qui est avec nous là sur le chat, on a fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Quand tu surextrait un café, donc tu affines ta mouture et que tu as un café qui est soi-disant surextrait en goût, c'est-à-dire astringent, amer, et tu le mesures au réfractomètre, il est bien souvent sous-extrait, c'est-à-dire que tu es sur le côté bas de ton extraction. Et la dernière fois, on a fait un café là, qui coulait en 45 secondes, qui était ultra surextrait, entre guillemets, et en fait on l'a mesuré, il était à 17% d'extraction, donc en fait sous-extrait. Donc comment tu peux expliquer ça? Parce que ce qui se passe, c'est que tu as eu un énorme channeling, parce que tu as moulu trop fin. Donc, voilà. Moudre trop fin est un des problèmes du channeling. On va revenir de tous les problèmes qui font qu'on peut avoir du channel. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un gros channel, donc tu as un trou qui s'est créé. Et le café est passé par là, donc il a surextrait une toute petite partie infime, mais tout le reste du lit de café, lui, il est sous-extrait. Donc en fait, tu as un pourcentage d'extraction qui est très bas. Donc en fait, souvent, un café qui est surextrait est en fait sous-extrait. Donc ça, c'est une des premières choses. Une des deuxièmes choses, c'est que maintenant, il y a des centaines de créateurs de machines espresso, de marques de machines espresso, qui viennent avec des théories toutes les plus extravagantes les unes que les autres sur comment améliorer la qualité d'espresso. Certaines servent, certaines ne servent pas. Donc maintenant, si tu vas dans les salons, tu vois toutes les machines espresso, c'est un feu d'artifice d'options, de technicité. Et en fait, c'est un petit peu dur d'ici à retrouver. Une machine espresso, c'est ni plus ni moins qu'une bouilloire avec une pompe. Ouais. Ok. 90% du travail est fait par le moulin et le barista. Enfin, pas par le barista, mais par la distribution de mouture, par le tassage, tout ça. La machine, on lui demande quoi? On lui demande de délivrer une certaine quantité d'eau à une certaine température, à une certaine pression, de manière stable, et de pouvoir le contrôler. Donc, effectivement, il y a des machines avec des paddles qui peuvent fusion, voilà. Tout ça, c'est un peu se rajouter des paramètres là où il ne devrait pas y en avoir. Parce que si tu ne sais pas contrôler tes paramètres de base, ça ne sert à rien de te rajouter des options en plus. Donc effectivement, il y a des machines qui peuvent, après ça reste que mon opinion à moi, hein, il y a des machines qui peuvent potentiellement améliorer un petit peu la manière de faire l'espresso, mais souvent c'est dur de répliquer, c'est dur de le faire d'espresso et d'espresso, surtout de barista en barista. Donc pour moi, une machine plutôt simple avec des balances intégrées. La balance intégrée pour moi est la option qui est sortie ces dernières années, de pouvoir mesurer la quantité d'espresso qui coule en tasse. En fait, il n'y a pas de machines qui font un meilleur job. Effectivement, pour moi la seule machine qui fait un truc top récemment, c'est la Descent, parce que la Descent, on voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur du au channeling et aux baisses de pression. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On en a encore aux jeunes jours de la Descent, et de voir quelles sont les possibilités que ça peut amener. Mais donc, on met trop d'importance sur la machine espresso,
et pas assez sur le moulin, la préparation, tout ça. Mhm, Donc c'est mhm. important de comprendre ça quand même. Et donc pour répondre à ta question, désolé, je suis allé un peu plus loin. Je, Mais comme je suis pas t'en prie, familier je t'en prie. avec les micro-sieves là, de Reneka, je suis pas familier. Nous on utilise VST parce que Parce que VST. Et merci pour le follow. Ouais. Ok. Ok, excellent. Et alors, du coup, quand t'es barista derrière un bar, quels sont les moyens d'éviter le channeling? Attends, 2 petites secondes avant d'expliquer ça. Il y a eu la captation du Discord fait n'importe quoi. Pour changer. Hop là, normalement c'est revenu. ok, Voilà, c'est bon, c'est revenu. yes. C'est revenu, c'est revenu. Du coup, Pour euh, définir la manière, enfin, quelles sont les choses qui font que tu peux avoir du channeling, il y en a des dizaines. Il peut y avoir ton moulin, ta distribution de mouture. ok. Il peut y avoir la température à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que le moulin est très chaud, est-ce qu'il est très froid? Mhm, La plupart des moulins font pas un bon boulot à garder la température stable à l'intérieur du moulin. Ça, c'est un problème très récurrent. C'est-à-dire que si tu fais 100 cafés d'un coup, la friction, la mouture de café dans la chambre de mouture fait que la température va augmenter dans la chambre de mouture. Et dès que tu vas avoir un moment plus calme, tu feras moins d'espresso, la température va redescendre. mhm. Ça va impliquer comment ton moulin il va moudre et de quelle manière. Donc ça peut avoir un impact direct sur le channeling. Donc ton moulin, la mouture de ton café. Mhm. Ensuite, beaucoup de baristas geekent pas mal sur sur comment temper, comment tasser ton lit de café à l'intérieur du filtre. Ça, c'est hyper important. Mais Mhm. il y a une étape beaucoup plus importante avant ça, c'est la distribution du café dans le porte-filtre. Donc là, Et on la parle pas de la distribution même de chose café, que de la distribution du moulin. non, rien à voir. Ça La porte distribution du le café, même nom, mais voilà, quand on parle de ouais, distribuer le café dans le porte-filtre, on parle pas de la courbe que vous avez en bas là, on parle pas de ça. Ça, c'est bon, c'est déjà fait. Le moulin a déjà moulu le café, voilà. ça a déjà Il a été moulu le distribué. café. Voilà. Nous, là, quand Ensuite, on une va fois parler que de distribution, c'est une fois que la mouture est dans le porte-filtre, comment est-ce qu'on va la distribuer de la manière répartir, en homogène, fait. en fait. C'est ça, comment est-ce qu'on va la répartir dans le filtre, Voilà, dans le porte-filtre, enfin dans la poignée, exactement. là, hein, pour rendre ça homogène et éviter, du coup, le channeling. Exactement. Ça, c'est une étape hyper importante. Mhm. Euh, Si tu as un endroit qui est mal distribué, c'est-à-dire que tu as un plus de café d'un côté que de l'autre, par exemple, tu vois, si tu mous ton café et tu as une montagne d'un côté, un creux de l'autre, quand tu vas tasser, effectivement, ton lit de café va avoir l'air droit, mais tu vois, un lit de Mhm. café qui est beaucoup plus dense d'un côté que de l'autre. C'est ça. C'est normal, parce qu'il y a plus de café d'un côté que de l'autre, même si une fois tassé, ça a l'air plat. Et ben du coup, ton eau, elle va passer par l'endroit qui est le moins dense, où Évidemment, parce le que lit de l'eau, café elle a offre le la moins de résistance. flemme. Et l'eau, elle a L'eau, la elle a flemme. la flemme, on Donc il dirait faut moi, en distribuer. début de semaine, elle a la flemme. Exact. Incroyable. Donc Ok. il faut distribuer de la manière la plus qualitative possible ton café, ta mouture de café dans ton porte-filtre. Il y a plein de manières différentes. La manière la plus effective, c'est effectivement aujourd'hui, c'est de le faire avec la paume de la main, c'est-à-dire Mhm. taper sur le côté du porte-filtre pour que visuellement on ait un lit de café parfaitement plat avant de tasser. Ensuite, il faut tasser. Là, par exemple, comment tu tasses, la qualité de ton temper, la qualité de ton filtre a un impact direct. C'est-à-dire que si ton temper n'a pas une base plate, et plutôt une base, ce qu'on appelle une base convexe, un peu arrondie, ça peut aider au channeling. Donc il faut un temper plat, Là. ça c'est hyper important. Et un temper qui fait exactement la taille du filtre que tu utilises. Mhm. Parce que si tu as un filtre qui est un tout petit peu plus large que ton temper et un tout petit peu moins large en termes de diamètre, ben, tout l'espèce d'oreille, le rond à l'extérieur va pas être tassé, et l'eau va s'engouffrer sur les côtés, qui n'est pas tassé. Mhm. Ça peut participer au channeling. Donc il faut avoir un filtre et un temper qui est adapté à ton filtre, Mhm. qui fait vraiment la même taille. Ensuite, quand tu retires ton temper, il faut le retirer doucement parce que si tu as un filtre qui est parfaitement adapté, un temper qui est parfaitement adapté à ton filtre, si tu retires trop rapidement ton temper, tu peux en avoir un effet de succión, un effet Ouais, c'est ça, qu'on appelle le ça va vacuum faire une effect, sorte ouais, et tu de décolles ton ventouse, ouais, café c'est ça. de ventouse exactement. Ensuite, quand tu te fais chier à bien avoir un moulin qui fait une bonne mouture, à bien distribuer, à bien tasser,
Si tu insères ton porte-filtre comme un bœuf dans le groupe, ben, tu vas décoller ton lit de café, tu peux le faire un crack. Bon, ça, c'est le barista 101, hein, c'est-à-dire qu'il faut insérer son porte-filtre très doucement. Doucement, on peut rimer avec rapidement. Hein. Oui. Ça peut être, mais il faut le faire de manière douce pour pas décoller ton lit de café, pour pas le casser. Et puis après, il faut lancer le groupe assez rapidement. Donc ça, c'est les choses que le barista peut faire pour éviter un petit peu le channeling. Après, il y a d'autres choses. Il y a la quantité la pression en fait de la machine. Donc les machines d'usine sont 9 bars. 9 bars, ouais. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de 9 bars pour avoir un café. En fait, tu peux faire un café avec 2 bars si tu veux. Nous, elle est réglée, notre machine, entre 5,5 et 6 bars. On a trouvé que c'était, pour nous, hein, pour notre setup, avec notre moulin, notre machine, ce qui marchait bien. C'est ce qui, ça a tendance, si ton café n'est pas parfaitement distribué, pas parfaitement tassé, ça a tendance à un tout petit peu gommer les défauts. Ça ne va pas réparer tout, mais ça a tendance à aider. Parce que si tu as une machine qui a beaucoup plus de pression, 9-10 bars, eh ben ça va s'engouffrer plus rapidement dans les channels potentiels. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent créer du channel, quoi. Mais le plus gros, à part la distribution, le tassage, tout ça, c'est la qualité de ton moulin, c'est-à-dire avoir une homogénéité de mouture et éviter aussi un moulin qui évite les grumeaux, quoi. Et oui. Et alors du coup, les grumeaux, ça peut foutre la merde, ça. Ah, les grumeaux, ça fout bien la merde. Ouais. Ouais. Parce que du coup, les grumeaux, ça va être des espèces d'agglomérats de particules très fines. Exactement. Qui en fait vont se comporter comme des grosses particules. Ouais, exactement. En fait, les grumeaux, ça se voit visuellement, quand qualitatif sort du café. Un moulin très qualitatif, ça va sortir comme du sable. Les moutures sont distinctes et détachées. Alors qu'un moulin moins qualitatif, ça va te donner des grumeaux. Plein de grumeaux. Ce qui se passe, c'est que si tu tasses ça, l'eau, elle va avoir tendance à passer entre les grumeaux, comme entre les grains de sable, et pas passer dans les grumeaux. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de tes grumeaux va rester sec, au moins jusqu'à un long moment, à partir du moment où tu lances l'eau. Donc les grumeaux, c'est vraiment pas idéal. Les grumeaux, ça vient de 2 problèmes. Et c'est assez méconnu, les grumeaux. Parce que les gens pensent que c'est souvent lié, et c'est vrai, à l'électricité statique créée dans la chambre de mouture, pendant la mouture, ce qui est vrai. Hein. Donc maintenant, les moulins aident à se battre contre l'électricité statique pour se battre contre les grumeaux. Mais une grosse partie du fait que les grumeaux arrivent, ça vient d'une manière beaucoup plus scientifique et chimique, c'est-à-dire que dans le grain, il y a beaucoup d'huile. Ouais. Cette huile, qui est visqueuse, qui est un peu grasse, quand le grain va être moulu, le grain va chauffer, donc la mouture va chauffer, et c'est d'autant plus vrai si tu as un moulin qui régule pas la température, et du coup, si en plein jus, là, pendant 100 cafés, à l'intérieur d'une chambre de mouture, ça peut aller jusqu'à 80-100 degrés. Hein. C'est pour vous faire rendre compte un petit peu la température qui peut se passer dans une chambre de mouture. Si tu as un café qui est à 80 degrés, là, qui passe dans une chambre de mouture qui est à 80 degrés, le grain chauffe. Quand tu chauffes cette huile, vous pouvez vous en être aperçu avec du beurre, vous faites chauffer de l'huile en cuisine, hein, l'huile devient beaucoup plus liquide quand elle chauffe. Ok. Donc, le grain a une température ambiante, c'est 20 degrés dans votre coffee shop, il passe à travers le moulin, il est à 80 degrés, ces huiles se liquidifient, ok. Et quand ça sort du moulin, ça refroidit très vite parce que la mouture retombe à température ambiante assez rapidement. Ouais. Ok. Donc, cette huile redevient plus visqueuse et plus dure après. Ok. Et du coup, en redevenant visqueuse, elle va s'agglomérer. Tu vois, elle va devenir liquide à l'intérieur du moulin, dans la mouture. Mais en sortant à température ambiante, elle va se réagglomérer et c'est ça qui va créer un petit peu ces grumeaux. Ok. Donc c'est un gros problème des grumeaux aussi, c'est un moulin qui est trop chaud. Et alors du coup, c'est ça un des problèmes. Du coup, là, je vais te lancer sur autre chose. Là, on vraiment une émission de gros geeks ce matin. Là, on rentre vraiment dans les détails. Mais tant mieux. Il en faut une comme ça de temps en temps, et ça fera peut-être comprendre aussi aux gens qui nous écoutent que vous comprenez pourquoi est-ce qu'en général les baristas déconseillent de faire de l'espresso à la maison. Parce que c'est chiant sa mère à faire, et que c'est tellement sensible au niveau des paramètres et de la quantité de matos qu'il faut pour faire ça correctement. Aller en coffee shop et laisser faire les pros, putain, genre.
c'est cool d'avoir de l'espresso à la maison, mais déjà ça prend un temps monstrueux parce que le temps d'ouvrir ta machine et de faire ton réglage le matin, ça prend du temps. Tu te coules ton petit double espresso du matin et après tu vas passer un quart d'heure à nettoyer ta machine. Bon, la plupart des gens ont peut-être mieux à faire, faites du filtre. Souvent l'équipement suit pas aussi, quoi. En plus. Il faut quand même vite mettre un billet pour avoir... Bon, comme je disais tout à l'heure, une machine espresso, c'est une bouilloire avec une pompe, donc tu peux avoir une machine assez décente pour un prix raisonnable, même si ça coûte vite cher. Mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir un bon moulin qualitatif à la maison, et tu te rends compte que tu pourras jamais avoir... et un EK43 à la maison, c'est compliqué. Un mini coffee shop à la maison, ça c'est top. Ouais, voilà. Bon. Mais alors, du coup, par contre, sur ces questions de grumeaux là, moi j'aimerais bien te relancer là-dessus parce que typiquement, quand on fait de la pâtisserie et qu'on a des grumeaux, on va filtrer en fait notre pâte pour virer les grumeaux. Ouais. Et alors, il existe des tamis à café. Oui. Alors ça, je vois ce dont tu parles. Les tamis comme la marque Cruve là, qui fait ce qu'on appelle des tamis. Donc, c'est-à-dire que tu peux donc ton moulin, avant qu'on parle de ça, ton moulin crée, même si c'est un moulin ultra qualitatif à 3000 balles, il va quand même te donner, il y aura pas toutes les molécules, toutes les particules ne seront pas exactement de la même taille, c'est normal. Et donc tu peux, si tu veux, grâce à un système de tamis, séparer ces tailles. Un moulin qualitatif, surtout espresso, parce qu'un moulin espresso va pas se traiter de la même manière comme un EK43 dont tu as parlé, un moulin pour filtre ou un moulin boutique. Un moulin espresso, ça va te donner ce qu'on appelle un café bimodal, un moulin bimodal, c'est-à-dire que ça va te créer 2 tailles d'espresso. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça qu'un moulin espresso, c'est vraiment différent d'un moulin filtre. C'est-à-dire que ça va te créer 2 tailles de mouture. Une taille assez plutôt grosse, en fait, c'est la taille que tu vois, et aussi ce qu'on appelle les fines, les toutes petites particules. Et ça va en créer pas mal. Pourquoi c'est important pour l'espresso? Parce que ces molécules, elles ne vont pas agir sur la même chose. Les fines, elles vont être là pour l'extraction, pour le goût, entre guillemets, si tu veux. C'est-à-dire que les fines, vu qu'elles sont toutes petites, l'eau va pouvoir extraire beaucoup de ces fines, et c'est ce qui va participer en grande partie à l'extraction. Et tu vas avoir aussi pas mal de moutures beaucoup plus grosses. Pourquoi? Parce que si tu n'avais que des fines, ton eau, elle coulerait pas. Ouais. Le lit de café, ça boucherait. Il y aurait que. Imagine passer de l'eau dans un tuyau rempli de sable à un tuyau rempli de cailloux. Tu fais passer de l'eau va évidemment dans les cailloux. C'est la même chose. Donc, un moulin espresso, ça va te donner aussi de la mouture plus grosse pour pouvoir pallier à ce phénomène pour pas que ça se bouche, en fait, si tu veux, et pour pouvoir aider au débit de l'eau. Ok. Donc, il y a une partie de la mouture qui aide à l'extraction et une qui aide à ce que l'eau passe correctement. Et en fait, si tu utilises donc ces phénomènes, ces tamis, tu peux séparer les fines des plus grosses parties. Ce qui n'est pas idéal pour l'espresso parce que les deux nous servent. Et oui. Donc c'est pas idéal, quoi. D'accord. Pour l'espresso. Et donc tu peux effectivement casser les grumeaux grâce à ça. Voilà. Donc c'est utilisation très limitée de ce genre d'outil. Et si à chaque fois que tu veux couler, c'est intéressant. Mais si tu dois tamiser ton café à chaque fois que tu dois couler un shot, exactement. C'est chiant. C'est chiant et quand tu as des problématiques de débit, voilà. Si tu as un moulin pas très qualitatif à la maison, tu peux séparer tu peux enlever les grosses particules et essayer de faire une mouture un petit peu plus homogène grâce à ça. Mais dans un coffee shop, c'est pas quelque chose qui est viable. Quand tu fais des centaines de boissons par jour, tu peux pas t'amuser à tamiser chaque café. Voilà, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Voilà. Voilà. C'est hyper important de comprendre ça aussi, c'est qu'on dit énormément sur l'espresso, donc il y a des dizaines et des dizaines de paramètres, mais il faut pas oublier quand même qu'on sert des gens et qu'ils veulent être servis une boisson qualitative, bonne, on espère, et plutôt rapidement. Donc moi quand j'ai appris, pour revenir à l'Australie, tout ça, les États-Unis, Londres, à l'époque, les baristas, c'était un peu les superstars qui étaient devant la machine, qui tournaient des boutons, c'était les machinistes, quoi. Et il y avait des gens qui à côté, c'était les serveurs. Ouais. Maintenant, on essaie de quand même de se détourner de ça. Et le but, c'est quand même, on est quand même dans un métier de service et on essaie de servir des gens. Donc c'est pour ça que tout cet équipement de plus en plus qualitatif, il nous sert à passer moins de temps à tweaker, tourner des boutons. Pour qu'on règle une fois quasiment pour toutes pour la journée et après on peut se focaliser sur faire notre café et puis servir les clients et pour moi en tout cas c'est plus important de parler d'où vient le café,
comment la torréfier, plutôt que essayer de passer son temps à tourner des boutons pour régler l'espresso. Ah non, c'est sûr. C'est sûr que là, en ce moment, en tout cas de ce que j'en comprends, les problématiques actuelles au niveau des workflows et du service d'espresso en général, on essaie plus de se tourner vers des machines qui sont fiables et constantes, plutôt que des trucs avec une distribution parfaite ou quoi, parce que là on est des ultra geeks depuis tout à l'heure, mais en vrai, si vous n'avez pas une distribution parfaite, si vous n'avez pas une machine parfaite, à partir du moment où à l'intérieur de votre fil vous distribuez bien votre café et que vous avez les bonnes pratiques de préparation, vous pouvez faire des bonnes choses. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est pas genre le. Juste pour éviter de se casser la tête 200 fois par jour. C'est ça. C'est ça qui est les bonnes pratiques et le bon équipement. C'est hyper important d'ailleurs. Un conseil que je peux donner à des gens qui veulent s'équiper à la maison ou pour des gens qui bossent ou qui veulent ouvrir des coffee shops, c'est de mettre un peu plus d'argent dans le matos. Mais vous allez vous sauver tellement de temps et tellement de casse-tête. C'est ça. C'est tellement important, quoi. Parce que nous, notre problématique, c'est déjà d'une part la qualité, mais la qualité, ça peut s'améliorer avec le temps. Mais la grosse problématique, c'est la répétabilité et la constance de ce qu'on va servir. Ouais. Et donc, du coup, c'est hyper important. Voilà, c'est là que va se jouer pas mal de choses dans le choix du matériel. On a plus tendance, surtout quand on ouvre pas forcément, genre quand on ouvre quelque chose, on va dire avec un objectif de qualité moyenne, on va pas forcément non plus tomber dans l'excellence et dans la recherche du golden shock, enfin du golden cup à chaque fois. C'est d'avoir un moulin qui bouge pas déjà, un moulin qui va te donner la même mouture toute la journée. C'est pour beaucoup plus important que d'avoir un moulin qui te donne une mouture parfaite, mais une fois sur 20, quoi. Exactement. Ouais. Donc il y a des moulins qui font ça. J'aime pas donner des recommandations. C'est un peu à chacun de faire sa propre opinion, mais nous on utilise les Nova Simonelli, là, les Mythos One. Ouais. Parce que c'est les seuls, en tout cas, maintenant il y a de plus en plus qui le font, il y a plein de super moulins là qui sont en train de sortir, j'ai l'impression, mais qui régulent la température à l'intérieur du moulin. On se rend compte que plus la température est basse d'un moulin, plus la chambre de mouture est basse, meilleure sera la mouture. Et comme l'avait indiqué Joachim, là, dans un épisode passé, aux alentours de moins, il s'avère qu'en congelé, c'est là où le café se moule le mieux. C'est-à-dire que l'homogénéité de mouture sera top. Donc, dans un monde idéal, on ne ferait que du café qui est moulé à -20. Ça c'est dans un monde idéal qui n'existe pas, qui est utopique. Ouais. Déjà, si on arrive à stabiliser la température à l'intérieur du moulin, c'est déjà bien. Et tout le concept du Mythos One, c'était ça. C'était arriver à stabiliser la température à l'intérieur de la chambre de mouture. Et j'entendais dans cet épisode qu'il y a plein de baristas qui... Donc, comment ça fonctionne avec un Mythos One ? Il y a 2 ventilateurs et un élément chauffant. Il y a un PID aussi, donc un algorithme qui gère la température qu'il fait à l'intérieur. Et soit il fait trop chaud, l'élément chauffant s'éteint, les ventilateurs s'allument, ça refroidit. Soit c'est trop froid, les ventilateurs s'éteignent et l'élément chauffant s'allume. Donc en fait, ça stabilise la pression. Et on arrive à avoir une mouture qui est toujours aux alentours de 50 degrés à peu près dans la chambre de mouture. C'est comme ça que ça marche. Et j'entends des baristas qui disent « Ah ouais, non mais ça, je débranche l'élément chauffant, je l'utilise pas ». Du coup, c'est contre-productif parce que, oui, effectivement, dans un monde idéal, on voudrait moudre plus froid. Mais si tu fais plus de 100 espressos par jour, eh ben, il faut que ta température elle soit stabilisée. Et oui. Donc, c'est hyper important de laisser cet élément chauffant en place. La stabilité, c'est toujours le truc le plus... Le mieux l'ennemi du bien, de toute manière. Donc, comme si évidemment. Ouais. Donc, si tu veux faire bien et stable, d'essayer de un maximum, parce que oui, effectivement, si ton mythos est complètement froid et qu'il est à 20 degrés, il fera une mouture un peu mieux que s'il est chauffé à 50 degrés, c'est sûr. Et du coup, il y a Clémence sur le chat qui te demande, est-ce que tu as des recommandations de moulins pour la maison ? Pour de l'espresso, toujours. Si, enfin, il y a un moulin top là qui vient de sortir que j'ai pas eu, enfin, je l'ai utilisé qu'une fois ou deux, qui s'appelle le Niche. Ouais, le Niche, qui a l'air vraiment pas mal. Écoute, qui a l'air vraiment bien. Et d'ailleurs, en parlant du Niche, en ce moment même, Niche fait un concours sur Instagram pour faire un giveaway
voilà, d'un moulin niche. Donc, si vous voulez éventuellement devenir le repossesseur d'un niche, eh bien voilà, il y a ce concours qui existe et qui est en train de se passer sur l'Instagram. Donc, ouais, il y a voilà. le petit moulin qui, comme le niche, qui a l'air pas mal. Il y a le Baradza 7T qui est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est pas ça qu'il utilise chez lui, Dimitri. Si, c'est ça qu'il utilise, on l'a vu ce matin. Ça a l'air pas mal. Il y a aussi le nouveau Wilfa, mais qui est pas encore sorti, je crois, le uniforme là. Qui a l'air bien. It's very sweet. Wow. Il y a pas encore de retour parce que c'est toujours en Kickstarter là. Merci pour le Il y follow. a le nouveau de cette marque top de San Francisco qui s'appelle Fellow Product. Ils viennent de sortir un moulin aussi qui a l'air abordable et qui a l'air top. Ah, Fellow, moi je suis fan de cette marque. Je vais pas mentir, je suis fan. Franchement, tout ce qui sort, c'est assez cool. J'aime pas parler de vos recommandations. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas Fellow, c'est une marque de San Francisco qui fait du matos de café. Ils font des filtres, ils font des tasses, ils viennent de sortir un moulin et puis c'est juste des super êtres humains. Ils sont trop cool. On a la chance de bosser avec eux, on les connaît bien. Ils servaient notre café pendant un temps à leur shop de San Francisco. J'y étais il y a quelques temps là, à leur shop de San Francisco qui est franchement qui est un endroit super. Si vous avez l'occasion d'aller à San Francisco, d'aller à leur shop, il y a tout un côté. Tu te pointes, c'est barista, ils te font essayer tout. Tu fais du café, ils te font essayer des trucs. C'est vraiment super éducatif. Ils sont top. Donc il y a ce moulin là qui a l'air de sortir. Mais bon, en écoutant les gros geekos et les patrons comme les Perger, les Scott Rowe et tout, et les James Hoffman et tout ça, ils ont l'air de dire que le niche a l'air d'être vraiment un super moulin. Ouais, on a beaucoup de bonnes choses pour parler du niche quand on veut faire de l'espresso à la maison. Et Crofiche qui nous dit le bon café me manque. Ah bah oui, un bon espresso, putain, qu'est-ce que ça me manque aussi. J'ai la chance d'avoir plein de bons cafés à la maison, donc ça va. Je peux boire du bon café tous les jours en filtre évidemment, parce que comme on le dit depuis le début de l'émission, faire de l'espresso à la maison c'est très difficile et c'est aussi que ça demande plein de compétences et de connaissances sur le café et sur la chimie interne au café. Pour ceux qui ont suivi toute l'émission, je pense que vous avez compris que l'espresso c'est un degré. L'espresso c'est majoritairement réservé aux professionnels ou aux ultra geeks du café, qui sont encore. Il y en a trop peu encore des ultra geeks du café particuliers. Pour moi, il y en a encore trop peu. Ça arrive, il y en a qui s'équipent, mais vraiment le gros conseil que je peux donner, c'est soit de laisser ça au coffee shop, mais si vous voulez le faire, c'est vraiment vous êtes dévoué à faire de l'espresso, il y en a, faire les bons espresso chez soi. Sûr, il faut s'équiper, il faut aller demander au coffee shop comment ils font, voir leur technique, et puis il faut pas lésiner sur le matos. Le grosse recommandation que je peux faire, c'est investir il y en a beaucoup qui investissent dans une machine haut de gamme. J'ai vu des gars avec des lignes à millions et investir dans encore pourri à côté. Je leur dis, vaut mieux investir dans une machine moyenne espresso et un moulin haut de gamme plutôt que l'inverse. Vaut mieux une mouture top et une machine moyenne. Bon, après, si vous avez l'occasion d'avoir une Marzocco à la maison ou 10 cents, allez-y. Mais effectivement, il faut quand même, il n'y a pas de secret, il faut quand même mettre un billet pour le matos. Ah oui, mais c'est pour ça. Et en plus, on peut peut-être se permettre de déconseiller de commencer par avoir de l'espresso à la maison, de d'abord apprendre à faire des filtres et à maîtriser des filtres à la maison. Exactement. Voilà. Alors en moulin manuel, est-ce qu'il y a des trucs? Alors bon, en moulin manuel, on va pas se mentir, si on veut faire de l'espresso, à part le Commandante, ça semble un petit peu difficile, non? À part le Commandante, Et encore c'est bien. Commandante, il y a un petit mode qu'on peut rajouter sur le Commandante pour avoir encore plus de précision, non? J'ai entendu parler de ça à un moment. C'est le red click. Ah mais voilà, c'est le red click en fait. C'est simplement tu vas juste changer en fait ton potentiel de réglage, c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'être c'est pas cran par cran. En fait, c'est toujours cran par cran, mais simplement qu'en fait, entre ton cran 0 et 10, ça va rajouter des demi-crans, entre guillemets. Ah, ok. Donc, tu as plus de précision, d'accord. Super. Exactement. Parce qu'en fait, si vous avez déjà utilisé le Commandante, vous verrez qu'à différentes reprises, vous passez par exemple d'un cran 10 à un cran 11, c'est quand même quelque chose d'assez visible sur la mouture. Donc les demi-crans sont assez utiles. Ok, super. En moulin manuel pour espresso, c'est sûr qu'à part le Commandante. Bon, après, il y en a d'autres, mais c'est des moulins qui sont encore plus chers, quoi. Les EG1 et tout ça, la manuelle, là, c'est des moulins, mais c'est des moulins. Les Time More et les Elor aussi 1000 balles. J'ai jamais trop utilisé Time More, ça a l'air pas mal. J'ai jamais
utiliser. Bah, Ok. Écoute, nous. C'est la recommandation de Dimitri. Time More et D'accord. Elor pour espresso, ça peut passer. Voilà. Ah, super, ok. Moi, je t'avoue, je les connais pas très bien. Ah oui. Moi, j'ai 2 moulins manuels à la maison. J'ai un Commandante, Mhm. donc je l'utilise pour les filtres et je sais qu'on peut utiliser pour espresso. Et j'ai un autre petit moulin d'une marque écossaise qui s'appelle Air Grind, qui est vraiment bien, Ok. qui a un peu moins de capacité, qui est pas fort, qui peut faire de l'espresso, qui est un peu moins qualitatif, mais qui est pour filtre, qui est vraiment bien. Oui, et alors c'est du d'autant coup, moins cher. j'en profite pour faire un petit disclaimer. Depuis le début des lives, on parle en monts et merveilles du moulin électrique KitchenAid. Ah ouais, Alors, j'entends parler de cette histoire. Alors, KitchenAid, c'est quoi c'est hype autour de ça? c'est très bien, mais pas pour de l'espresso. Vous ne ferez Ouais. pas de l'espresso avec un moulin KitchenAid. Ce n'est pas fait Enfin, pour. avec les meules actuelles. Hein. Enfin, avec Ah les ben, meules d'achat. Et encore, alors déjà, avec les meules d'achat, vous oubliez clairement, et même si vous vous tapez la déterre de mettre des meules SSP dessus, même si vous vous tapez cette déterre-là, moi j'ai peur que juste le moulin KitchenAid n'offre pas assez de finesse de réglage pour pouvoir faire de l'espresso correctement à la maison. Ce n'est pas fait pour. Donc, si vous voulez vous choper un KitchenAid, c'est surtout valable si, comme moi, par exemple, vous avez plein de méthodes filtres différentes, mais vous n'avez pas d'espresso à la maison. Pour ça, le KitchenAid sera formidable, sauf aussi pour si vous voulez faire du café turc, hein, évidemment. Là, le KitchenAid, vous oubliez. Mais sinon, pour faire plein de moutures filtres différentes, genre passer facilement de Chemex V60 à Aeropress Kalita, voilà, et vous amuser un petit peu sur les réglages de mouture, expérimenter des recettes avec l'Aeropress, etc. C'est très bien. Et on ne le recommandera jamais assez. C'est fiable, incassable, et avec une distribution de mouture vraiment pas dégueulasse. En revanche, voilà, pour de l'espresso, ça, c'est non. Prenez un vrai moulin à espresso, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la distribution attendue, la distribution de mouture, hein, donc là, la courbe que vous avez là, la distribution de mouture attendue d'un moulin à espresso n'est pas la même que celle d'un moulin filtre. Eh oui. Voilà. Donc si vous voulez faire de l'espresso, prenez un moulin espresso. Ou un moulin manuel, effectivement, des trucs type Commandante, Time More, etc. Ouais. Mais en tout cas des trucs un peu plus dédiés avec des finesses de réglage et des distributions plus adaptées. Voilà. Plus adapté, exactement. Voilà. Y a Dimitri qui te demande qu'est-ce que tu penses du papier de Hendon sur l'espresso? J'en pense des choses bien, des choses moins bien. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est que ce papier-là? Parce que moi, j'en ai pas du tout entendu parler, et je suppose que la plupart des gens qui nous regardent non plus. Christopher, là, ça va un peu loin pour ceux qui geekent pas l'espresso ou même le café, mais Christopher Hendon, c'est un ultra geek, c'est un scientifique, hein, qui bosse énormément sur le café. C'est un des écrivains, un des 2 co-écrivains de Water for Coffee avec Maxwell Colonna, par exemple. Donc la Bible de la qualité de l'eau, évidemment, qui est illisible pour le commun des mortels. Je crois que j'ai mis 6 mois à le lire en relisant 12 fois chaque page. Je confirme que c'est très... Enfin, voilà, c'est chaud, c'est un bouquin de chimie. Un ultra geek qui vient de sortir un papier sur l'espresso. C'est-à-dire que lui, effectivement, c'était dans cette même mouvance de gagner en homogénéité et en pourcentage d'extraction. Mais surtout, le pourcentage d'extraction, mais surtout en homogénéité. Et ils se sont rendus compte, selon eux, en faisant des tests avec un vrai coffee shop en place, hein, c'était, je crois, à Portland ou à côté de Portland, où ça fait plusieurs mois qu'ils bossent comme ça, que faire des cafés avec beaucoup moins de café dans le porte-filtre. Alors, je sais plus, Dimitri, tu pourras peut-être me redire parce que je l'ai plus en tête, mais c'est des trucs comme 15 grammes. Et des temps d'extraction qui sont beaucoup plus rapides aussi. C'est-à-dire avoir des temps d'extraction, je crois qu'eux, ils parlent de 12, 13, 14 secondes, quoi. Ok. En fait, tu améliores ton homogénéité. Et en fait, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on a fait des tests à la boutique, et si tu écoutes, tu geeks un peu l'espresso, tu te dis, forcément, le café coule beaucoup plus rapidement, tout ça, tu vas avoir des pourcentages d'extraction qui sont beaucoup moindres. Et en fait, j'ai fait des tests et on se rend compte que j'étais facilement à 20, 20,5, 21% d'extraction. Avec des cafés qui coulaient en 12 secondes. Ce qui est. T'es là, mais ouais, c'est assez ouf. Le problème, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est que ça te fait pas du tout des cafés comme tu as l'habitude de boire. C'est des cafés beaucoup encore plus lents, parce que les ratios sont beaucoup plus grands. Forcément.
vu que tu as beaucoup moins de café. Donc c'est des cafés beaucoup moins corpulents, plus délicats, mais qui sont plus sucrés, plus homogènes et plus répétables, a priori. Moi, c'est la mini conclusion que j'ai fait en essayant une demi-journée. J'ai pas du tout geeké le papier à fond. Donc, je pense que ce papier va aider à plein de coffee shops et plein de pros à faire des tests. Et quand ça sera abouti, peut-être qu'on arrivera à quelque chose de top. Parce que sur le papier, ça défonce. Sur le papier, tu fais des cafés 2 fois plus vite. Donc, en termes de service, c'est top parce que tu vas beaucoup plus vite. Et aussi, tu utilises 1,5 fois moins de café. Enfin, tu utilises 50% de moins de café, pas 50%, mais oui, mais ça fait 25% quand même moins de café. Drastiquement moins de café quand même. Ouais, si tu mets 20 grammes de café et que tu n'en utilises que 15, tu utilises 5 grammes de moins, donc 25% de café en moins. Donc effectivement, pour un coffee shop qui achète son café, 25% de café acheté en moins par an, pour un coffee shop, ça revient à peut-être quelque chose, pour un coffee shop qui fait 100 ou 150 espressos par jour, ça revient à quelque chose comme peut-être 3 000 € par an, quoi. Donc c'est quand même... T'achètes 2 EK43, quoi, tu vois. Ouais. Donc non, mais il y a des trucs du coup très intéressants à suivre. Très intéressant, ouais. Mais alors par contre, effectivement, ça nous fait changer un petit peu de paradigme au niveau de ce que on va attendre de cette boisson-là. D'un espresso, ouais. Parce qu'on va avoir quelque chose de moins corpulent, peut-être de moins dense en bouche. Voilà, moins corpulent, moins dense. Mais effectivement, il faut essayer. Effectivement, comme le dit Dimitri, ça peut être enfin la porte d'entrée du specialty en CHR. Peut-être, ouais. Pour gagner, en fait, le but de l'espresso, c'est encore ça, c'est le côté répétable de la chose. Et j'ai l'impression que cette technique-là peut t'aider à avoir plus ou moins tout le temps le même café. Est-ce que pour l'instant c'est trop tôt pour en parler, je pense. Ce papier-là, on va vous le retrouver et Dimitri, je t'invite à le poster dans le Discord, dans les tips café. Il y a un gros PDF, il y a un gros papier. Ou peut-être dans Coffee Geeking, uniquement pour les coffee pro. Si vous êtes professionnel du café, évidemment, vous avez accès à des channels supplémentaires dans le Discord entre professionnels. Pour justement ce genre de problématique, pour pas embêter les gens normaux avec nos questions scientifiques trop poussées. Il faut, encore une fois, c'est scientifique, donc tu as beaucoup de schémas scientifiques, tu as beaucoup d'équations, donc il faut quand même s'accrocher. Mais c'est hyper intéressant. Le papier s'appelle exactement, pour vous le donner, comment il s'appelle je vous le retrouve. On va se le retrouver ça et on va se balancer ça dans le channel du Discord. Ok. Bon alors là on est allé très très loin dans le geeking. Mais on est allé quand même sur des thématiques ultra importantes. Et alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse un énorme pas en arrière au niveau du geekage. Et que du coup, avec maintenant tout ce qu'on a appris, on puisse voir ensemble pourquoi est-ce que les machines Nespresso, Senseo et consorts, ça pue la merde. Alors méfie-toi, Nespresso, ils viennent de sortir un truc ça fait déjà quelques mois, même 1 an et demi, je crois qu'ils ont sorti ça. Qui est ultra bien fait et qui pourrait rendre jaloux la plupart des baristas et que je trouve ça dingue. Ils ont sorti une certaine gamme de capsules qui, en fonction un peu haut de gamme, qui en fonction du café, sur le côté de la capsule, donc c'est pas une capsule, elles sont un peu plus grosses, je crois. Et sur le côté de la capsule, tout le long du bord, il y a une sorte de QR code, une sorte de code barre en fait. La machine lit ce code barre et va adapter la recette en fonction du code barre. Je trouve ça ouf. C'est-à-dire que si c'est tel café, la capsule va avoir un code barre différent et va savoir que la recette, c'est pas 40 grammes en tasse, c'est 60. Et en fait, la machine adapte elle-même la recette et fait sa recette barista. On est loin d'un barista, mais bravo Nespresso quand même pour l'avoir fait parce que ils essaient de se rapprocher comme ça. Mais c'est assez intéressant leur. Et Pierre-Luc qui nous dit ouais, incroyable, Tassimo fait ça depuis le début. On va pas jeter des fleurs à Nespresso, je suis pas là pour ça, mais Nespresso quand même, en termes d'industrie, ils ont fait énormément de bien. Et les gars, on serait pas là sans Nespresso. Ah non, mais alors là, non. On serait pas là sans Nespresso, on serait pas là sans Starbucks. Donc, exactement. Hyper important, même si ils ont réussi une seule chose pour moi, c'est leur marketing, mais leurs produits, leur côté écologique, des capsules, le café qu'ils mettent à l'intérieur, c'est affreux. Mais ils ont quand même réussi à faire comprendre aux Français que l'espresso, c'était pas un goût du café exactement. Bistro, quoi. Alors, pour ça, Nespresso, on les remercie pour ça.
Ça, c'est sûr et certain. Et on remercie Starbucks pour tout ce qu'ils ont pu amener en termes de réflexion autour du workflow, de l'organisation de bars et de la démocratisation de notamment les boissons lactées aussi, de la démocratisation de la pratique du à emporter en France, où c'est pas un pays où on a beaucoup cette culture-là. Donc non, on n'est pas en train de dire que ça n'aurait jamais dû exister et que c'est 100% evil. Pas du tout. Mais c'est juste que les machines domestiques ont au niveau fonctionnel, des trucs pas quand même très optimales pour faire de l'espresso. Ah non, c'est pas idéal, ouais, c'est sûr. Et voilà. Nespresso, c'est même pas une machine espresso, c'est une machine Nespresso, c'est encore autre chose. C'est un perforateur de capsule qui balance de l'eau chaude. Assez stable d'ailleurs, en termes de température, mais c'est pas une machine espresso, ça n'a rien à voir, quoi. C'est un autre produit, quoi. Et c'est ça. Et donc vous vous doutez bien qu'avec tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin, les questions de distribution, de trucs, machin... Ouais, c'est sûr qu'on va faire avec ça. Vous n'avez pas vraiment de contrôle, quoi. Ouais. Vous n'avez pas vraiment de contrôle. Hein. Et la répétabilité et la constance des machines Nespresso n'est que due juste à ce qui est foutu à l'intérieur, en fait. Exactement, ouais. Voilà. Même si, contrairement à certaines idées reçues, c'est 100% du café ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de graisse animale, de trucs comme ça, pour recréer de la créma. Ça, c'est une légende urbaine. Et en faisant 2-3 recherches Google dessus, vous voyez que la personne qui a balancé cette rumeur-là, c'est un espèce de vieux blog dégueulasse. Et voilà, c'est la source, c'est t'inquiète, c'est vrai. Voilà, en gros, la source, c'est ça. Oui, c'est un pote qui m'avait dit ça, mais t'inquiète, il est fiable. Voilà, il n'y a absolument aucune source derrière. Donc non, voilà, il n'y a pas de... Ça, c'est une légende urbaine, là-dessus. Ouais. Voilà, c'est une légende urbaine. Dans certaines capsules de distributeurs, il y avait de l'amidon de maïs pour la créma. Alors peut-être dans certains trucs de distributeurs, mais en tout cas pas chez Nespresso. Je t'avoue que dans certains trucs de distributeurs, ouais, je trouve ça moyennement étonnant, mais dans tous les cas, voilà, sur ce genre de rumeurs un peu faciles pour taper un peu gratuitement sur ces entreprises-là, faut faire attention, hein, évidemment, quand on vous donne une information, checker les sources. Checker les sources, évidemment, hein, parce que sinon, vous allez être embarqué dans des trucs, voilà, vérifiez les sources. Exact. Oui, non, mais l'amidon de maïs, c'est pas dangereux, c'est juste pas du café. Ah oui, non, mais bien sûr, non, l'amidon de maïs qui utilise 1 milliard de trucs, c'est pas du tout un problème. Alors, non, mais il faut juste faire. Je trouve, en règle générale, les baristas de café de spécialité amènent un discours que beaucoup de gens vont amener à écouter, parce que quand les gens veulent changer de Nespresso, quand ils veulent passer à quelque chose de mieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les coffee shops ou les torréfacteurs de café de spécialité. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les baristas. Et les baristas, nous, on a un poids énorme sur le message qu'on essaie de véhiculer. Il faut faire très attention sur ce qu'on dit quand même, parce que on peut pas se sentir au-dessus, on peut pas balancer un peu ce qu'on dit comme la sainte parole, parce que c'est juste notre point de vue. Donc, on peut parler de Nespresso, on peut parler de Starbucks, on peut leur trouver tous les défauts du monde. Il faut faire attention quand on en parle. De la même manière que parler des compétiteurs ou des autres coffee shops ou des autres torréfactions, de ne pas en parler en mal, parce qu'on est tous dans le même bateau. Oui, donc, c'est ça, c'est pas la peine de se tirer dans les pattes. Du poids des paroles qu'on véhicule en tant que barista, en tant que professionnel du café, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, quoi. Et notamment au niveau de quand on parle de trucs très scientifiques, faut toujours garder en tête que c'est un truc très, très jeune et que la science, c'est con, mais la science, c'est lent. C'est très lent, parce que c'est pas... Quelqu'un fait une étude, il en déduit... Enfin, il part d'une hypothèse, il teste, ils en déduisent une théorie. Et le truc, c'est que cette théorie-là, elle ne pourra faire consensus qu'à partir du moment où elle aura été répliquée un certain nombre de fois, qu'on n'aura pas trouvé de problème pas de problème de méthodologie dans l'étude. Faut qu'il y ait du peer reviewing en anglais, donc une revue par les pairs, que le protocole expérimental soit validé, qu'il soit réplicable, etc. Est-ce qu'il y a des équivalents du professeur Raoult dans le café? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui te disent des trucs, chez moi ça marche comme ça, donc ça marche toujours comme ça, alors que non, ça ne marche que chez toi parce que tu as complètement oublié tous les facteurs environnementaux qui vont faire que ça marche chez toi. Toi t'essayes chez toi, ça ne marche pas. Si tu fais un protocole expérimental, c'est si on te dit que quelque chose fonctionne comme ça, si dans les mêmes conditions tu n'as pas le même résultat, ça veut dire que la théorie de base est fausse.
Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que quelque chose n'est vrai que jusqu'à prouver faux. Exactement. Ouais. Bah, de toute façon, l'espresso, en règle générale, mais même le monde du café spécialité, est un monde très jeune et on connaît que très peu de choses en fait. On est en train de découvrir, on est vraiment à la machette dans la jungle. Il faut. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est des choses qu'on essaye de voir, d'essayer. C'est pour ça que le papier, hein, Dimitri, le papier de Hendon, c'est bien. On va voir ce que les gens vont tester, ce qu'on va en tester. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, c'était trop bien et c'était exactement ça. Et qu'on va redéfinir notre manière de faire de l'espresso. Peut-être pas. Mais il ne faut pas amener ça comme disant c'est la sainte parole. Donc, mais il n'y a pas de sainte parole. Surtout que nous, on n'est pas des scientifiques. Hein, Ah oui, non. Il n'y a que loin de là. de faire. Il n'y a qu'une manière de. Il n'y a pas une manière de faire, il y a notre manière. Et quand on en parle, il faut dire moi je fais comme ça. Mais je dis pas il faut faire comme ça. Ici à l'alchimiste, on fait comme ça. Parce qu'on trouve qu'avec ce setup et on trouve avec nos tests et après tant d'années d'essais, nous, ça chez nous. C'est pas comme ça que ça va. Et oui, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Toujours se poser des questions surtout, mais bien sûr, mais c'est surtout que quand on trouve des potentielles réponses, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, les tester dans d'autres trucs, et c'est pour ça que la communication entre baristas, au niveau des pratiques et au niveau des types de recettes, des petits tips et tout machin, le fait de partager ces choses-là et d'essayer les techniques des autres, c'est super important. Parce qu'il suffit que ça ne marche pas chez une personne pour qu'on se pose la question, mais attends, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Et alors peut-être qu'en fait la différence, ça a un impact non négligeable qu'il faut peut-être prendre en compte, etc. Et ça, c'est comme ça qu'on fait de la recherche. Et c'est lent. Et on en est encore qu'au début de toutes ces questions-là. On a encore beaucoup à apprendre sur la science, notamment de l'espresso, qui est encore une fois un truc très pointu en termes de science, parce que très sensible. En tout cas, merci Johan d'avoir été là avec nous ce matin. Je vais en profiter, cette fois-ci c'est mon tour ce matin de te poser la question. Raconte-nous une claque de café que t'as pris. Où vraiment, là, t'as bu un truc mémorable, où tu t'en souviendras toute ta vie, où vraiment t'as posé tes lèvres dans la tasse et t'as fait enculer. Je n'avais pas trouvé ça très sexy, forcément. Moi, je suis un adepte de avoir mieux avec moi. Ouais. Vous allez comprendre quand je vais expliquer. C'est-à-dire que oui, j'ai goûté des cafés de ouf, comme on en parlait tout à l'heure hors chat. Là, j'ai goûté des Yémen de dingue. On a bossé avec des fermes. J'ai eu la chance de goûter parmi les plus beaux geishas du Panama, la ferme La Mula de Woody Boots, de Finca Deborah, de Edison, de la Esmeralda. J'ai eu l'occasion de goûter un 98 sur 100 aux États-Unis. J'ai goûté des trucs de ouf, des cuppings de ouf. Par exemple, d'ailleurs, la plus belle claque comme ça de café de dingue, c'est le geisha de la petite sœur, la ferme La Petite Sœur de Finca Deborah. Pour ceux qui connaissent Finca Deborah, c'est une ferme qui s'appelle Morgan Geisha. Et c'était un torréfié par Maxwell Colonna en Angleterre. On avait cuppé ça à Bordeaux, j'avais ramené ça du London Coffee Festival, c'était un truc de ouf. Mais non, la plus grosse claque, c'était à Londres. C'était la plus grosse claque parce que je m'y attendais pas. Ouais. C'était dans un coffee shop. Mon meilleur pote bossait là-bas à l'époque, c'est pour ça qu'on était allé avec Arthur. C'était dans le coffee shop du Ace Hotel, le petite chaîne d'hôtel, le boutique hôtel là qui est dans le centre de Londres. Ils ont un coffee shop qui s'appelle Bulldog Edition, qui est super mignon, qui est cool. Et on arrive là-bas. Il est en plein jus et tout. Et on me dit, vas-y, fais-nous un filtre. Il fait, non, les gars, j'ai pas le temps de faire un filtre. Je relance un batch et je vous fais un batch. Quoi. Je fais, OK. Allez. Et là, il lance un batch avec c'était le haut de gamme de Marco et tout. Là, c'est un beau batch. Et tout frais parce qu'il vient juste de le couler. C'était un Rwanda de Square Mile. Et je m'attendais pas à grand-chose, quoi. Et franchement, j'étais en fait, c'est juste un des meilleurs filtres que j'ai jamais vu. C'était un lavé. Et c'était ouf. C'était pas exceptionnellement complexe en soi, mais c'était parfait pour le moment. C'était hyper équilibré. Et je me rappelle avoir bu une tasse. J'étais, mais c'est un truc de ouf, quoi. On peut faire ça avec du batch. Et c'était ma révolution du batch il y a quelques années d'ailleurs. Parce que c'est un peu sous-estimé le batch. Ah, c'est trop sous-estimé le batch. C'est beaucoup trop sous-estimé. Parce que c'est souvent mal préparé. C'est souvent ça traîne dans l'intervention pendant 1000 ans. Mais quand c'est frais et bien préparé, qu'est-ce que c'est bon. C'était un truc de ouf. Et je suis allé au London Coffee après. Et j'ai rien goûté de bon, quoi.
Je me parle à ça. Et ben voilà, comme quoi. Qu'est-ce que c'est le batch? Le batch, en fait, c'est quand tu fais des très grandes quantités de café à la fois, donc du coup, tu fais des recettes immenses. Le batch, ça veut dire en grosse quantité, en fait. Quand tu fais un batch, c'est que voilà, c'est tu fais une grosse filtre, tu fais un gros filtre, tu vas faire 2 litres de café. Dans un thermos ou dans une salle. Voilà. Alors après, le batch, il faut faire attention. Hein. C'est pour ça que on pense au diner des États-Unis avec le. Ah oui, non. Le truc. Mais c'est souvent mal préparé. Et c'est souvent aussi, ça traîne trop longtemps dans le thermos. C'est ça, c'est mal conservé. Passer une demi-heure, 45 minutes, il faut le jeter. C'est pour ça que souvent, il faut en faire des quantités moindres pour éviter d'en gaspiller. Malgré que batch, après, une fois que, par exemple, Coffee Collective à Copenhague, ils s'en servent pour le kombucha, par exemple. Ah oui, ça c'est intéressant, ça, effectivement. Mais ouais, le batch, c'est vraiment sous-estimé. D'ailleurs, nous, à notre boutique dans le centre, on fait que du V60. Parce qu'on n'a pas. Si on fait 30 fils par jour, c'est déjà bien. Mais pour notre nouvelle boutique, qui sera beaucoup plus grande, on va faire du V60 pour une carte. On en reparlera si vous voulez. Notre occasion, mais on va faire une carte premium avec des cafés vraiment haut de gamme congelés. Mais autrement, on va faire tout en batch, quoi. Il y aura un café du jour en batch. Faut juste acheter une bonne machine batch qui fasse le bon taf avec une bonne tête de distribution, une bonne douchette en fait, parce que c'est souvent ça qui merde, et d'établir une bonne recette et surtout de ne pas faire un café de plus de 2 litres et qui va pas rester dans le thermos plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure max, quoi. C'est ça l'idée. Ok, voilà. Bah écoute, merci pour ce plaidoyer en faveur du batch brew. Bien sûr. Merci pour ça, merci d'avoir été avec nous ce matin, merci Tom encore d'avoir été là. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. Demain, de quoi est-ce qu'on va parler demain ? Demain, on va parler de jeux vidéo, parce que demain, c'est dimanche. Et comme chaque dimanche, on va continuer notre let's play de Coffee Talk. Évidemment, ce jeu... ce super jeu qui nous met dans la peau d'un barista et derrière un comptoir, et on suit la vie de nos clients habitués dans un coffee shop ouvert uniquement de nuit, dans un Seattle fantastique en 2020 où vampires se mélangent avec loups-garous, avec humains, etc. Et donc du coup ça nous met, c'est une espèce de jeu narratif fantastico-social qui nous met dans la peau d'un barista, et on peut même y faire du latte art quand on prépare des boissons, et c'est chiant de ouf parce que ça fonctionne pas du tout comme le vrai latte art. Du coup c'est très perturbant. Mais c'est très très fun de passer 45 minutes à essayer de faire un signe dans un latte art, dans un jeu vidéo. Donc voilà, on se retrouvera demain matin tranquillement pour un truc chill sur notre let's play de Coffee Talk pour avancer un petit peu. D'ici là, je vous invite évidemment à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des émissions, parce que la semaine prochaine on va avoir un petit programme aussi plutôt quali, hein, bien sûr. Et voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir accès à toutes les rediffusions, parce que les rediffusions sur Twitch ne sont disponibles que pendant 2 semaines. Je vous fais des gros bisous à tous. Abonnez-vous, et on se donne rendez-vous demain matin, toujours aux mêmes horaires, 9h-11h, pour du jeu vidéo. Des cœurs sur vous. Et à bientôt, et à tout de suite dans le Discord, pour ceux qui veulent. Rejoignez le Discord, on est bien. Ciao, ciao. Salut. Ciao.